revient dans le temps du match sur ce qui s'est passé cette semaine, le retour du cavalier et le plan choc pour les fonctionnaires. 20 ans après l'assassinat du préfet Claude Érignac, le président était en Corse cette semaine. Entre l'île et le continent, le dialogue est-il possible? A-t-il déjà seulement existé? Débat avec le député François Pupponi et le journaliste Jean-François Aquili. Alerte bleue pour la République en marche, vaincue par les Républicains en législative partielle. Quelles leçons tirées de cette défaite? On en parle avec le député macroniste Gilles Legendre et le politologue Jean-Daniel Lévy. Qui peut incarner le premier opposant à Emmanuel Macron? Nicolas Dupont-Aignan a son avis sur la question. Pour l'avenir, je choisis Jaurès, a déclaré Stéphane Le Foll. Mais pour l'avenir du PS, les militants choisiront-ils Le Foll? L'ancien ministre de l'Agriculture sera notre grand témoin tout à l'heure. Et puis il y aura aussi bien sûr nos drôles de dames, la super semaine de Sandrine Saroche et les carnets secrets d'Alba Ventura. Bonsoir messieurs, ça commence bien. Vous étiez en boîte hier soir? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est plus de son âge de sortir, il a l'air un peu fatigué. Là. Bon, allez, je signale à vos amis et à tous vos ennemis qui peuvent réagir sur les réseaux sociaux, et ils le font avec beaucoup de talent, certains, avec le mot dièse ZNPP. Allez, messieurs, les chronomètres sont derrière moi, c'est l'heure du match. Et pour vous mettre en jambes, quoi de mieux qu'un petit tour en Italie? Il semblait ranger les voitures en cure de jouvence perpétuelle à Merano, mais non. Revoici Silvio Berlusconi, le fringant octogénaire, inéligible après sa condamnation pour fraude fiscale. Oh là là, pour fraude fiscale, est en passe de faire gagner la droite aux législatives dans un mois. Alors, Eric, un guépard, un pigeon ou un fanfaron? Ah non, ça me fait penser à un autre film. Moi, c'est le remake italien d'Hibernatus, plutôt. Ah. Il s'est endormi dans le monde ancien, il se réveille dans le monde nouveau, et il applique dans le monde nouveau les recettes, parce qu'il ne connaît que celle-là, donc il dit, je vais baisser massivement les impôts. Dans la situation économique de l'Italie, on sait que c'est impossible, mais tant pis. Je vais expulser 600 000 migrants, on sait que, d'un point de vue pratique, 600 000 personnes à expulser, c'est pas possible, mais tant pis, je vais le faire. Alors, le problème, c'est qu'il, enfin, pour lui, plutôt l'avantage, c'est qu'il arrive dans une situation politique italienne en pleine décomposition, enfin, comme d'habitude, on a envie de le dire. Donc, à gauche, le centre-gauche est en panne de résultats. Celui qui a succédé à Renzi n'y arrive plus. Le centre-gauche, en plus, a fait scission, donc est divisé. Et l'extrême-gauche fait cavalier seul avec le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo. Donc, à l'extrême-gauche. Oui, moi aussi, je l'aurais pas mis à l'extrême-gauche, Beppe Grillo. Plutôt. Ah bon, plutôt, voilà. Non, mais pour le non, À droite, c'est bien aussi, puisqu'il y a donc Forza Italia, qui pèse pas beaucoup, autour de 15%, mais qui est allié avec les anciens de la Ligue du Nord, qui eux sont pas très présentables. Donc en fait, par élimination, pas parce qu'ils peuvent pas mener une coalition, quoi. Ils peuvent pas sur leur nom rassembler une majorité suffisante. C'est la majorité relative. Peur que ce soit une critique éditoriale. Bah, oui, non, c'est la majorité relative en Italie. C'est un système à la proportionnelle. C'est très compliqué, là. Puis alors, il le modifie tout le temps. Et donc, par élimination, c'est lui, alors pas lui, puisque vous l'avez rappelé, il est inéligible, mais qui peut être le pilier d'une future coalition. Il peut s'en tirer. Après, il ne reste pas moins qu'il est inéligible, qu'il est encore sous le coup de procès à venir. Il faut bien dire une chose, c'est que l'Italie est vraiment, depuis très très longtemps, l'homme malade de l'Europe, et la situation qui prévaut là-bas, ça fait beaucoup penser à la situation française avant la dernière présidentielle. C'est-à-dire qu'on a l'impression quelque chose qui est bloqué, qui n'évoluera jamais. Est-ce qu'ils vont trouver l'homme pour incarner vraiment la prochaine étape de l'Italie? Emmanuel Macron? Peut-être. On pensait que c'était Renzi. Macron était le Renzi français. On pensait que c'était Renzi. Non, il a démissionné, il a échoué. Son successeur fait pas beaucoup mieux, et on a l'impression. Là, c'est l'avantage d'avoir des institutions exact. gaulliennes. À vous d'ailleurs, reprenez la parole, Eric. Non, mais c'est vrai. Là, en l'occurrence, ça permet au moins de sortir d'une nasse. Même après, on est d'accord, pas d'accord, mais au moins on a un pouvoir. Il vous plaît? Vous avez plus votre petit cochon. Berlusconi. Oui, c'est dommage. On va le remettre là. Et donc, écoutez, Berlusconi, c'est folklorique. C'est à 80 ans. Après tout, De Gaulle est parti. Il avait 79 ans. Clémenceau n'était pas loin quand il gagne la guerre en 17. Et Pétain, en plus, a 84 ans, je crois, en 40. Enfin, Pétain, De Gaulle, Clémenceau, il n'y avait pas trop de soirées bunga bunga, ou en tout cas, on n'en entendait pas parler quand même. Alors c'est peut-être qu'il y en avait, je dis pas, mais en tout cas, on n'en entendait pas parler. Donc c'est un peu une différence. Non, parce que dans la même phrase, Clémenceau, De Gaulle, je me permets d'intervenir. Non, mais tu as raison. Et tu sais que Pétain était un grand séducteur. Je ne rigole pas. Alors, enfin, entre séducteur et bunga bunga. Donc l'Italie, l'homme malade de l'Europe, c'est ça en fait.
Oui et non. Je dirais que moi, je trouve que l'Italie, c'est toujours la même chose. Ça, c'est depuis plus d'un siècle, et même peut-être on pourrait remonter aux cités italiennes. C'est un laboratoire politique de l'Europe. C'est ça qui m'intéresse toujours dans l'Italie. Ils inventent le fascisme avant tout le monde. Ils inventent ce qu'ils appelaient la mauvaise gestion des partis. Là, je sais pas comment ils disaient ça, mais c'est ce qu'on a eu après, c'est-à-dire les partis qui se partagent le pouvoir. Et on a eu ça avec le PS et l'UMP après. Tu vois, ils inventent. Et là, ils ont eu le populisme, comme on dit, avec le mouvement 5 étoiles, avec leur Coluche italien, Beppe Grillo. Ils inventent, ils créent, ils sont. Bon, alors vous pouvez parler de Rome aussi. Oui, non, mais bien sûr, mais je veux dire, politiquement, c'est toujours un laboratoire intéressant. Et là, je crois que comment te dire, tu passes par-dessus bord un peu les revendications italiennes. C'est-à-dire que, et c'est normal parce que c'est des problématiques de fond, c'est-à-dire, 1, l'euro, 2, les migrants. C'est ça. Oui. Et si tu veux, là, ils n'ont pas l'habitude, eux, d'avoir une monnaie forte, et ils n'ont pas l'habitude d'avoir une immigration, puisque les immigrés depuis des décennies ne s'arrêtent pas en Italie et vont en France et en Allemagne. Là, pour la première fois, ils ont des problèmes. Ça cause d'énormes problèmes. Et ils sont en première ligne, oui. Ils sont en première ligne, et je pense que c'est eux, ils sont, je dirais, je finirai là-dessus, ils sont moins politiquement corrects que nous, et moins complexés que nous. J'espère que les Italiens vont rejoindre les pays de l'Est dans leur politique anti-migrants. On verra bien le mois prochain. Je n'ai pas dit qu'ils vont y arriver, j'ai dit que j'espère. L'euro, c'est pas tellement ce que met en avant Berlusconi. Il parle beaucoup des migrants, mais l'euro, il n'a pas l'air de... Non, les migrants étant le sujet majeur. Mais l'euro a vraiment foutu un sale coup à l'industrie italienne. Mais le gong a retenti. Pardon, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Second match avec le plan d'action publique 2022. L'idée, je cite Édouard Philippe, réfléchir sans totem ni tabou au rôle de l'État et à la sphère publique. Au programme donc un recours très large aux contractuels, un plan de départ volontaire à la fonction publique, afin de tenir l'objectif présidentiel des 120 000 fonctionnaires à échéance 2022. Rappelons que 120 000 fonctionnaires, c'est 2% du nombre de fonctionnaires total, 5,2 millions en France. Sans totem ni tabou, donc, Eric. Moi, je rappelle quand même le principe de base, c'est-à-dire tous les Français sont favorables à la réforme, sauf si la réforme les concerne personnellement. Donc, les fonctionnaires ne font pas exception à la règle. Alors moi, il y a plusieurs choses qui me frappent dans cette affaire. D'abord, la première chose, c'est ce qui semblait impossible avant Macron devient tout à fait possible. C'est-à-dire, dans la même phrase, vous pouvez avoir fonction publique et plan de départ volontaire. Vous pouvez avoir fonction publique et rémunération au mérite. Non mais attendez. Oui, d'accord. Ça rue dans les brancards. Prévu le 22 mars. D'accord. Ça rue dans les brancards, mais il y a 5 ans, cette simple phrase, c'était le feu dans tout le pays. Bon. La deuxième chose, c'est je trouve qu'il y a une manière à la fois efficace et très perverse dans les méthodes Macron. Macron dit sur tous les sujets, on va discuter le temps qu'il faudra pendant 1 an, mais on ne va discuter que de ça et dans les formes que j'ai choisies. C'est-à-dire que les syndicats sont en train de reprocher au gouvernement que tout soit joué un peu d'avance. C'est-à-dire on ne peut pas s'éloigner. C'est-à-dire ce sera comme ça ou presque comme ça. Donc la marge de manœuvre, je trouve, est très étroite et ils se sentent un peu floués. Et puis ensuite, moi, ce que je perçois dans cette affaire, c'est le grand désarroi des syndicats. Parce que les luttes ne donnent rien, ni quand elles sont portées par les syndicats, ni quand elles sont portées par des partis protestataires. Et on a l'impression que le char Macron avance, quel que soit l'opposant. Et on voit que les syndicats peinent à trouver la bonne réponse ou à trouver de nouvelles réponses pour contester la politique gouvernementale. Alors, Macron ? Non, moi je trouve qu'il tape à côté de la plaque. Qui, Macron ? Oui, ou Nolot ? Macron. Parce que d'abord, il reprend exactement ce qu'a commencé de faire Sarkozy en 2007. C'est le même plan. Exactement la même chose. Même la rémunération au mérite, bien sûr, et même le plan volontaire de départ, et même tout ça était dans Sarko 2007. Et deuxièmement, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, depuis 20 ans, ce n'est pas la fonction publique nationale qui a augmenté, c'est la fonction publique territoriale qui a explosé. Le problème, il est là, d'abord. Ils font 20 heures par semaine, leur travail n'est pas évident. Je veux dire, c'est évident que c'est dans la fonction publique territoriale qu'il y a du gras. Et que même plus important, parce que la fonction publique nationale, je crois que c'est 2,2 millions. Non, mais sur les 5 millions. Je dis pas que la fonction publique territoriale est plus importante que la nationale. Je dis que... Non, je pense pas. Ah si, non. On verra.
Non, parce qu'il y a les hôpitaux et tout ça. Mais bon, bref, je pense que c'est là qu'il faut tailler dans le vif. Et là, personne n'en parle. Moi, ça me sidère. Alors que c'est franchement là que les emplois sont les moins utiles et qu'ils ont explosé depuis 20 ans. C'est-à-dire les régions, les départements, les communautés de communes, tout ça embauché à tout va pour rien. Enfin, pour rien. N'exagérons pas. On peut se pencher, faire un audit. N'exagérons pas. Bah oui, pour rien. Les gens travaillent et voilà, effectuent des tâches utiles à la communauté. Bah, je suis pas... Zemmour arrive, il fait tout ça, faut virer tout le monde. Non, écoute, tout le monde, tu vas voir la différence. Il y a 30 ans, on était sans ça et on n'était pas moins bien administré. Hein. Surtout en plus maintenant avec l'informatique, on devrait faire la même chose avec beaucoup moins de monde. Et on n'a pas besoin d'autant de monde localement, puisqu'on a Internet et l'informatique. Tu iras leur expliquer. Tu vas être populaire, toi. Merci, messieurs. C'est maintenant l'heure de notre premier grand débat. Emmanuel Macron était ces 2 derniers jours en Corse à l'occasion des commémorations du 20e anniversaire de l'assassinat du préfet Erignac. Après la manifestation de samedi, au moins 5000 personnes selon la police, 25 000 selon les organisateurs comme d'habitude. Les dirigeants nationalistes, forts de leur éclatante victoire électorale en décembre 2017, entendaient bien faire pression sur le président. Pour en parler, le député François Pupponi et le journaliste Jean-François Aquili. Mais avant de les recevoir, retour en archive, c'est la rubrique C'était demain de Dimitri Kefelec. Ce 6 février 1998, des Français se sont retournés contre la nation. Ils ont pris les armes contre la République. C'était il y a tout juste 20 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. Acte considérable par la force du symbole, l'assassinat du préfet Claude Erignac. Un assassinat qui marque le paroxysme de la violence nationaliste en Corse. Les coupables de cet acte, éventuellement ceux qui l'auraient inspiré ou commandité, seront retrouvés, transmis à la justice et châtiés. 2 ans plus tard, le Premier ministre Lionel Jospin propose une réforme qui donne davantage d'autonomie à la Corse sur le plan législatif, inadmissible pour Jean-Pierre Chevènement. Si on donne la souveraineté à la Corse, ça veut dire qu'il n'y a plus de France. Ça veut dire qu'il y aura des lois basques, bretonnes, franc-comtoises, berrichonnes, ne seront revenus à l'ancien régime. La démission de Jean-Pierre Chevènement du ministère de l'Intérieur après plus de 3 ans à ce poste. Il y a des accords politiques entre le Premier ministre et moi-même. Lionel Jospin avait entamé des discussions avec des élus nationalistes, calmant quelque peu l'atmosphère après 25 années imprégnées de violence depuis l'attentat d'Aléria en 1975. Les gardes mobiles attaqueront peut-être cette cave vinicole si les membres de l'Arc qui sont toujours dans cette ferme ne décident pas de la quitter librement. 2 policiers meurent dans cette opération, considérée comme fondatrice du nationalisme moderne en Corse et menée par Edmond Simeoni, père de Gilles, l'actuel président du Conseil de l'exécutif corse. Conformément à ce qui a été décidé, je vais aller me constituer prisonnier. Nos hommes sont partis la tête haute, avec leurs armes. Pour notre part, le combat politique commence. 1 an plus tard, le FLNC, Front de Libération Nationale Corse, est créé. En tant que ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, jacobin intarissable, fit maintes fois usage d'une sévérité exacerbée envers les terroristes. J'ai donc appelé les Corses, comme nous avons appelé toute la population de France, à coopérer avec les services de police pour mettre hors d'état de nuire ceux qui utilisent la force. Nous n'amnistierons jamais de terroristes. Nous n'engagerons jamais aucune conversation avec eux. Nous les combattrons. Mais les démonstrations de force continuent. Des lance-roquettes américains, des fusils mitrailleurs, un étalage sans précédent d'armement militaire. C'est l'une des conférences de presse les plus importantes jamais organisées par le FLNC. En 2003, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin propose aux Corses par référendum le regroupement des 2 départements de l'île. L'accueil est mouvementé. Au milieu des sifflets et des applaudissements, la réunion publique se transforme en une mini-conférence improvisée avec les moyens du bord. Ne vous laissez pas impressionner par une minorité qui n'a rien compris à la démocratie et aux urnes. Vous êtes les plus nombreux. En décembre 2017, la coalition nationaliste obtient 56% des voix aux élections territoriales. Une révolution tranquille. Alors question, quel sera l'avenir de la Corse ? Et voici François Pupponi et Jean-François Aquili. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. En hommage à
à vos noms qui sentent le maquis, quand même. On vous a mis Giuvi Regina. Ça sent très bon, c'est une des plus belles régions de Corse, de France, la Corse. Ah oui, non, mais le maquis, c'est double tranchant. Ah non, ah oui. Ah non, je restais simplement poétique et je ne faisais pas d'allusion bizarre. Alors, vous député de l'Oise, vous revenez de Corse, vous avez failli pas revenir d'ailleurs. Hein. Vous assistiez. Non, mais à cause des conditions climatiques. Oui, Décidément. Faut préciser. Non, tout s'est bien passé, mais je n'ai pas fui. Vous assistiez hier à l'hommage pour le préfet Erignac. Bonsoir Jean-François Aquili, vous êtes journaliste sur France Info, vous écrivez dans le mensuel In Corsica. Et vous étiez aussi encore ce week-end, vous aviez tweeté depuis la manifestation. Oui, à titre privé. Ah, vous n'étiez pas en reportage? Non. Vous avez mis quelques photos. Vous étiez manifestant ou... Non. Ah d'accord. Non plus, je suis résident. Observateur. Je suis résident. D'accord. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer le nouveau poids des nationalistes en Corse? Le poids est important. 3 élections successives, 2017 les territoriales, les législatives où il gagne en 2015, 2017 où il gagne 3 députés, et puis maintenant la nouvelle élection territoriale où ils sont largement majoritaires. Donc ils ont un poids avec électoral. toujours des abstentions assez fortes. Hein. Oui, mais parce que les partis traditionnels ne sont pas déplacés. La gauche n'existe plus, ou très peu. La droite est divisée. Et donc les seuls qui se sont mobilisés sont les nationalistes. Et ils sont majoritaires. Et au sein du mouvement nationaliste, l'indépendantisme qui prend quand même une part importante, puisque il y a une liste indépendantiste qui fait 7%. Et à l'intérieur du bloc nationaliste représenté par Gilles Simeoni et Giorgi Talamoni, une part aussi des électeurs sont indépendantistes. D'accord. Une petite explication pour vous? Oui, ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, pour rebondir sur ce que dit François Poupogne, c'est que au fond, les majorités successives de droite et de gauche ont échoué au fil des décennies, et les électeurs ont choisi de donner la prime à Gilles Simeoni, qui est une figure emblématique, qui est modérée, on peut le dire, qui est autonomiste. L'immense majorité des électeurs insulaires ne veulent pas de l'indépendance. Lui ne l'en veut pas non plus, il le dit, il le redit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les revendications qui sont portées par ces élus, je parle en observateur, en journaliste, que ce soit la co-officialité de la langue, on peut en discuter, que ce soit même le statut de résident et le reste, ce n'est pas eux qui ont porté ça au préalable, c'est Monsieur Paul Jacob, président du Parti radical de gauche et président du Conseil exécutif. Donc il a quelque part déminé le terrain. Les électeurs, peu ou prou, regardent ça avec une forme de tranquillité, si je puis dire. Mais si vous dites indépendantiste, les gens n'en veulent pas. C'est un électeur sur 10. Donc, ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Oui. Je pense que c'est la vieille règle, vous savez, de Jean-Marie Le Pen. Les électeurs préfèrent l'original à la copie. Puisque la copie, en l'occurrence les partis classiques, ont effectivement repris les revendications des nationalistes, et ben les électeurs ont voté pour les nationalistes. Ça, c'est une première chose, et vraiment, je suis tout à fait d'accord avec vous. La deuxième que je voudrais dire, et j'en avais parlé avec Fourquet, vous savez, on reçoit souvent Fourquet qui vient d'écrire un livre, et sur les catholiques, mais qui vient d'écrire aussi un livre sur la Corse. Très bien documenté. On est d'accord. Et j'en avais parlé avec lui, et en fait, il y a une ambiguïté fondamentale de ces élections que vous avez citées, c'est que le même électorat qui vote pour les nationalistes, qui fait gagner les nationalistes, à la présidentielle, met très haut Marine Le Pen. Très haut, largement en tête. Elle était devant. Largement en tête. Et donc je vous disais, j'en parlais avec Fourquet, en fait, on est d'accord tous les deux, il m'a montré les chiffres qui corroborent notre analyse, c'est le même vote. C'est-à-dire que c'est un vote identitaire des deux côtés. On vote à la présidentielle Marine Le Pen pour défendre l'identité corse et l'identité nationale. Et on vote pour les nationalistes parce qu'on pense qu'il n'y a plus qu'eux qui défendent l'identité corse et même l'identité européenne, française, etc. contre un islam très agressif. Toutes les anecdotes sur le Burkini, etc. C'est ça la réalité aujourd'hui et personne ne le dit. Et l'habileté de Simeoni, c'est qu'il met ça sous le tapis et il essaye il utilise sa victoire aux élections comme un levier
indépendantistes. Vous avez tout à fait raison, il y a très peu d'indépendantistes réels. Enfin, c'est bizarre, ça. Oui. Ah non, je t'assure, Alors, écoutez... j'attends vos réflexions. Allez-y. Là-dessus, la Corse, on la croit encore rurale, des montagnes et villageoise. La Corse, elle est devenue urbaine. Plus de la moitié de la population vit dans 4 villes, Bastia, Ajaccio, Porto Vecchio, Calvi. Et à l'intérieur de ces villes, le fait de l'immigration est un fait réel. Il y a beaucoup d'immigrés en Corse. Et ça pose à la population locale une certaine problématique. On a vu ce qui s'est passé au Jardin de l'Empereur. Et donc, effectivement, je pense que le vote au niveau national était aussi l'expression de cela. Et puis après, il y a le vote local, où les gens disent la droite, la gauche, ça n'a pas marché. Les nationalistes ont la chance d'avoir 2 représentants qui sont des gens charismatiques. Bien entendu, Gilles Simeoni, également Jean-Guy Talamoni, et les gens s'identifient plutôt à ces deux candidats. Bon, c'est un peu tout ça qui se passe. Mais c'est aussi une île qui est perdue pour plusieurs raisons. Une crise économique terrible, une crise sociale importante, une crise culturelle. 20% des habitants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc une vraie crise. Et donc les gens se raccrochent à ce qui peut être, surtout au niveau local, pour eux un espoir. Et effectivement, les nationalistes incarnent cet espoir, surtout qu'à côté, il n'y a aucune autre offre politique. Ouais, mais il y a 2 choses dans ce qui vient d'être dit. Il ne s'agit pas de remettre en cause la légitimité démocratique de Simeoni et Talamoni. Mais est-ce que ça vaut mandat dans la tête de leurs électeurs pour pousser à fond les revendications autonomistes ou indépendantistes? Ça, c'est pas sûr du tout. Parce que vous le dites, les gens votent aussi pour eux par défaut. Alors, sur les revendications, ce qu'on peut penser vraiment, les gens sont pour plus d'autonomie. Oui. Ils savent très bien que localement, on ne s'en sortira que s'il y a plus d'autonomie. Et si on adapte les textes du niveau national au niveau local. Parce qu'une île, ce n'est pas pareil qu'une autre région qui n'est pas une île, qui n'est pas une insularité. Le rapprochement des prisonniers, tout le monde est pour. Oui. C'est la loi, elle n'est pas appliquée. L'amnistie, c'est autre chose. L'amnistie, on est d'accord. Beaucoup de gens ne sont pas pour. Ce sont 2 sujets différents. Tout le monde est pour la protéger. Et faire en sorte qu'on puisse... Non, mais attendez, c'est pas... À la protéger, bien sûr, même nous, on est pour. Je suis d'accord. Ouais, mais c'est pas Après, comme ça. je pense qu'effectivement, mais c'est effectivement, comme Jean-François le disait, Jacobi qui a proposé que ça soit la co-officialité. Ouais, ça n'a rien à voir. Tout le monde n'est pas pour, parce qu'on sait très bien, en plus, ce n'est pas constitutionnel, on ne peut pas y arriver. Le statut de résident, c'est révélateur d'une crise de l'appropriation du foncier. Oui, qui est réelle. Mais la solution proposée ne me paraît pas la meilleure. Moi, je l'ai dit à mes amis qui dirigent actuellement cette région, il suffit de mettre en place un droit de préemption et ça règle le problème. Voilà. Donc c'est la solution qui n'est pas bonne. Mais le problème qui est soulevé est réel. Je ne comprends pas la différence qui est faite entre autonomistes et indépendantistes dans la mesure où ce que demandent les autonomistes, enfin, leur raisonnement de base est simple, pour que la Corse soit la Corse, il faut que la France cesse d'être la France. C'est-à-dire cesse d'être une république une et indivisible et devienne, évolue vers une sorte de fédéralisme. Donc je vois pas bien la distinction. Alors qu'elle soit portée par Simeoni ou par des élus d'autres partis, je trouve que ça revient un peu au même, moi. Donc cette distinction me paraît un peu oiseuse. Ce n'est pas l'indépendance. C'est-à-dire que là, il y a une discussion un petit peu compliquée pour ceux qui nous regardent ce soir, mais quand vous regardez tout ce débat autour de l'article 72 ou 74, 73, qui est à mi-chemin avec certains territoires lointains, si je puis dire, 74, on s'éloigne, on expérimente plus certaines envies, règles locales qu'on pourrait peut-être d'ailleurs même appliquer à la métropole, si je puis dire, puis je parle des Outre-mer. Là, c'est un débat assez complexe, assez technique. Quelque part aussi qui permet peut-être à des pouvoirs locaux, régionaux, appelez ça comme vous voulez, d'essayer d'expérimenter certaines décisions. On parlait de la fameuse taxe caravane, c'est ça, camping-car, qui a été acceptée à l'Assemblée nationale. Votée à l'Assemblée nationale et ensuite refusée par le gouvernement. Non, mais qui pourrait d'ailleurs intéresser aussi d'autres contrées, d'autres régions françaises. Cognier a très bien dit tout à l'heure. Pour l'histoire du foncier. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un vrai problème. Regardez le Luberon. Regardez le Luberon. Prenez le Luberon et la vague britannique sur le Luberon qui a fait exploser les prix. On aurait peut-être pu inventer un dispositif, je ne sais pas lequel. Mais ça peut être réglé. Mais monsieur a raison, ça peut être réglé par le droit de préemption. Oui, non, mais je suis d'accord avec ça aussi. Donc je pense que c'est des prétextes. C'est-à-dire que c'est des prétextes fondés sur des causes réelles, sur des problèmes réels. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais qui sont utilisés, instrumentalisés, pour essayer d'obtenir le plus de choses possibles. Je pense qu'ils sont d'une grande hypocrisie, parce qu'ils pourraient déjà mettre en œuvre ce qu'ils ont. Non, attendez, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Le statut de résident et la co-officialité, c'est Jacobi. C'est pas les nationalistes. Alors, il le revendique. D'accord, mais il l'a fait par clientélisme, c'est la même chose. Non, d'accord, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi je leur dis,
le constat est le bon. La solution imaginée n'est pas la bonne. Voilà. Et donc ça peut évoluer. D'accord. Par contre... Mais vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes plus d'accord avec nous qu'avec eux. Je ne suis pas d'accord avec eux, je peux leur dire, vous savez, la solution qu'ils proposent, je leur dis, bon, elle n'est pas constitutionnelle, et ensuite, elle ne réglera pas le problème. Bon. Ils ne veulent pas régler le problème, ils veulent aller vers l'indépendance par des voies détournées. C'est ça le truc. La co-officialité, ça veut dire... Mais c'est là où je suis en désaccord avec vous et beaucoup de médias qui interprètent. Ils ne le font pas à visage caché. Ils le font aujourd'hui à visage découvert. Ouais. Jean-Guy Talamoni ne se considère pas comme français. Il est corse. Absolument. Il est indépendantiste. C'est parce qu'il dit que c'est l'Algérie, la Corse. Non, mais il est indépendantiste. Il dit je veux que mon pays soit indépendant. Vous êtes d'accord avec moi? Sur BFM, ils le font pas de manière détournée. Jean-Guy Talamoni, depuis 40 ans, il a le même discours. Oui, mais il dit aussi au principe de réalité, il dit autre chose, et ça, ce n'est pas non plus masqué. Il dit, bon, s'il a dit ça à la faveur vous savez, de la situation en Catalogne, je l'avais interrogé là-dessus. La France, le pays ami, c'était chez moi aussi sur France Info. Même moi, ça me fait bondir, ça, le pays ami. Non, non, mais ce qu'il dit d'autre aussi, c'est que... Il ne reconnaît pas Emmanuel Macron. Il dit indépendance. Il dit, on verra dans 10 ans si on a bien bossé, si l'économique va bien, et si les Corses, quand il dit les Corses, les habitants de Corse le veulent. Il est conscient aussi qu'il ne pèse que 10%. Il y a quelque chose qu'il faudrait dire, parce qu'il y a un paradoxe extraordinaire. En même temps, ils gagnent les élections, donc évidemment, ils font les gros bras, c'est bien légitime. Mais en même temps, avec la Catalogne, ils ont pris 2 balles entre les 2 yeux. C'est-à-dire que l'échec de la Catalogne signe l'échec de tous ces mouvements-là. Et quand dans un contexte beaucoup plus favorable, en plus. Mais évidemment, parce que la Catalogne, elle apporte de l'argent à Madrid. Oui, mais la Corse, c'est nous qui apportons de l'argent en Corse. L'analyse que font beaucoup de ces mouvements indépendantistes, c'est que les États-nations sont petit à petit en train de se liquéfier et de disparaître. Et ils disent, on a le temps, on mettra 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais ce modèle d'État-nation est en train de disparaître. C'est vrai en Écosse, c'est vrai en Catalogne, c'est vrai un peu en Italie. La Flandre, le nord de l'Italie. Et donc ils disent, on a le temps. On a le temps. Enfin, la Catalogne a été un beat total. Oui, mais vous savez, ils sont sur un temps long. Hein. Mais Monsieur Péponi, c'est pas les mêmes traditions qu'en France, tous ces États. Oui, mais... c'est pas constitué de la même manière. L'Italie, il y a des identités régionales qui sont autrement développées qu'en France. Et la Catalogne, c'est vraiment pas la Corse. On est tout à fait d'accord. Mais quand ce que font les indépendantistes ou les autonomistes corses aujourd'hui, ils disent aux Corses, mais plutôt que de regarder au nord, regardez au sud. Vous avez une île, la Sardaigne, qui est structurée, développée, en plein essor économique, parce que c'est un État qui n'est pas un État jacobin, parce qu'il y a une autonomie en Sardaigne. Sauf que c'est faux. Mais... Non, mais c'est faux, non. Je veux dire, c'est pas faux. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont développés. C'est pas pour ça qu'ils sont développés. D'accord, mais ils disent, mais nous, nous sommes un État jacobin, on y arrive. Donc, ils jouent aussi sur ce qui se passe dans les autres îles méditerranéennes. Quand les autonomistes disent, toutes les îles méditerranéennes ont un statut particulier, compte tenu de la solidarité, sauf la Corse. C'est faux, la Grèce non plus, enfin en Crète. Non, mais sauf dans les îles, la Grèce étant un pays avec la Chypre, d'accord, mais voilà, mais ils le disent aussi. Bon, donc ils jouent aussi sur des réalités qui font qu'aujourd'hui, ça interpelle l'électorat, ça interpelle les gens en disant peut-être qu'ils ont raison. Et il ne faut pas oublier aussi, ce n'est pas un cliché ou une généralité, c'est une île. Pardon de dire ça, mais quand vous allez en Guadeloupe, en Martinique, moi je les ai toutes visitées, que ce soit à titre privé ou dans le cadre de activités professionnelles. Vous retrouvez peu ou prou ce sentiment de découplage d'avec la nation, la matrice, avec nous c'est le continent ou la métropole pour les autres. C'est pas la même distance quand même. Non, allez vivre en Corse. Quand vous avez un revenu à 1 200 €, voire quand vous voulez prendre l'avion pour des soins et que l'avion coûte 300 € l'aller-retour pour aller presque à l'hôpital à Marseille ou à Nice et que vous n'avez pas les moyens de vous le payer, vous vous retrouvez dans une situation difficile. Les gens vivent ça. Et il y a une forme d'exaspération et c'est vrai que peut-être parfois on peut épouser telle ou telle cause ou avoir telle ou telle idée parce que il y a une forme d'isolement. L'hiver en Corse, c'est très difficile. L'été, tout le monde est là. Ils sont tous sur les plages. Ils viennent tous dans les périodes. C'est beau, la Corse. C'est comme dans l'enquête Corse de mon ami Pétillon. C'est fantastique. Il y a 2 ouvrages de référence. C'est Astérix en Corse, de Céline Uderzo, et Pétillon, l'enquête Corse. C'est formidable. Il y a tout dedans. Et quand ils viennent en été, c'est super. C'est beau, la Corse. On boit le cocktail, le disco, les machins. Et l'hiver, c'est quelque chose de très difficile. C'est compliqué. J'ai un ami qui a monté une start-up, c'est Quant Music. C'est une start-up monde, hein. Les geeks qui viennent bosser là, il y en a qui craquent, qui partent. Ils ne tiennent pas l'hiver. C'est vrai qu'il y a des particularités. On s'emmerde en Corse l'hiver, il ne se passe rien. Tout coûte cher et le moindre déplacement coûte une fortune. Donc ça, c'est réel. Et si vous voulez, les gens souffrent de ça. C'est une réalité. C'est pas par la co-officialité de la langue corse que vous allez résoudre ce genre de problème. Non, mais attendez, la co-officialité, c'est maintenant un autre problème. Le corse qui était parlé couramment
il y a 20, 30 ou 40 ans, ne l'est plus aujourd'hui. Donc cette langue est en train, qui est une langue courante, est en train de disparaître en tant que langue courante. Bon. Et les gens disent non, voilà, il faut faire quelque chose. Est-ce que ça passe? Pourquoi ils ne font pas des écoles comme en Bretagne? C'est ce que je leur dis tous les jours. Ah, bon. Je leur dis, mais faites une école comme en Bretagne au Pays Basque, et on se prend en charge. Oui. Mais il y a ce côté aussi, parfois, qui est un peu le défaut des Corses, et je l'assume qu'en tant que tel, qui est de dire, il n'y a qu'à Faucon, et voilà, je leur dis, faisons une école. Bon, parce qu'il y a des solutions. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des solutions. Alors, ce qu'on espère avec peut-être cette nouvelle majorité, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui a pris le pouvoir, et qu'effectivement, on passe à la phase des mesures et des solutions qu'on met en œuvre. Parce que monsieur a raison quand il dit c'est difficile, c'est une île, etc., c'est loin. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et en même temps, le gouvernement français, depuis des années, a donné des privilèges incroyables à la Corse. Les privilèges fiscaux, personne ne paye d'impôts là-bas. Monsieur Zemmour, alors, je vais me permettre de vous répondre. Non, mais j'ai commencé exprès provocatrice. Je paie mes impôts. Je veux dire, les Corses payent 10 fois moins d'impôts. La Cour des comptes a fait un rapport spécial sur la Corse. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Non, c'est pas vrai. On paye mieux en Corse, et on a un taux... C'est jamais contrôlé. La Cour des comptes disait, il n'y a jamais de contrôle. Monsieur Zemmour, c'est la Cour des comptes, c'est pas moi. Là, vous tombez mal. J'ai commencé ma carrière professionnelle comme j'étais le premier inspecteur des impôts de Calvi. Ouais. Vous êtes le dernier à avoir bossé, quoi. Non. Et je peux vous dire que la Corse, elle est surcontrôlée. La Cour des comptes dit le contraire. Non, sérieusement. Elle est surcontrôlée. J'arrête de charrier. Non, elle est surcontrôlée. Mais la Cour des comptes dit le contraire. Elle dit qu'il n'y a pas de contrôle. Non, pas du tout, mais jamais de la vie. Je vous assure. Non, mais je dis pas ça, la Cour des comptes. Non, reprenez le rapport. Écoutez ça. Elle est surcontrôlée. Pourquoi? Parce qu'il y a des brigades de Paris, qui viennent tous les jours régulièrement contrôler ceux qu'on considère comme des délinquants, comme des voyous, comme des... Voilà. Et je peux vous dire que des contrôles, il y en a, autant qu'ailleurs, et les choses s'améliorent. Il a raison, François Pouponne. Je peux vous dire, moi, je suis résident, je vis en Corse. Je peux vous dire que je fais attention à mes déclarations d'impôts parce que vous êtes contrôlé au centime d'euro près. Il y a des comptes, ça bosse. Ça bosse, et je peux en témoigner. J'ai le doigt sur la couture. C'est pas ce que j'ai vu, mais... Peut-être. Non, je peux me tromper, mais j'ai pas lu ça. Moi, c'est un témoignage de terrain, je peux vous dire que ça bosse. Il y a des exonérations exceptionnelles. Les fonctionnaires bossent là-bas. Lesquelles exonérations? Non, mais les exonérations officielles, c'est pas... Lesquelles? Pour les entreprises, pour les... tout ça. Non. Je vous assure. Je vous assure que non. J'aurais dû apporter les seules dérogations fiscales qu'il y a, c'était les fameux arrêtés Mio. C'est-à-dire, en matière de droit de succession, il y avait des textes dérogatoires, et le Conseil constitutionnel a dit terminé, vous rentrez dans le droit commun, vous arrêtez, d'où l'obligation de réformer la Constitution. Deuxième avantage fiscal, c'était les droits sur les tabacs. Oui, c'est ça. Le gouvernement a dit terminé, vous rentrez dans le droit commun et vous payerez comme tout le monde. C'est ma faute. J'avais des trucs, j'ai pas. Non, mais par contre, on fera une autre émission. Il y a eu effectivement des zones franches qui se sont arrêtées alors qu'elles continuent en banlieue. Mais la zone franche en Corse s'est arrêtée alors que d'autres continuent. Par contre, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel dit il n'y a plus aucune raison qu'il y ait des textes dérogatoires en Corse, et donc il faut rentrer dans le droit commun. Bon. Et si on veut un droit fiscal dérogatoire justifié par l'insularité, il faut une réforme de la Constitution. D'où le débat que nous avons aujourd'hui avec le président de la République. Aborder une exception corse qui me semble moins contestable que celle qu'a soulevée Zemmour, c'est l'exception au niveau des symboles. On a vu quand même des leaders indépendantistes prêter serment sur des classiques du nationalisme. Et puis là, il y a une affaire de drapeau. Moi, je trouve ça choquant. Je trouve ça choquant que quelqu'un qui dirige une région dise on va sortir le drapeau français parce qu'on a le chef de cet État qui vient en visite. C'est ce qu'il a dit, exactement. Ouais. C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit quand un chef d'État étranger vient, on sort le drapeau du pays. Sinon, le drapeau français n'est pas dans le bureau de M. Talamoni. J'étais avec eux hier, et donc je me suis bien fait expliquer cette histoire de drapeau. Alors, le drapeau tricolore, il est sur le fronton des bâtiments. Oui, ça. La règle non écrite, c'est qu'il y a le drapeau français est au milieu, quand il y en a trois. Le drapeau européen, éventuellement le drapeau régional. Et ce qu'ont fait les élus de la collectivité territoriale, c'est qu'ils ont mis le drapeau corse au milieu, à côté du drapeau français, donc sur le fronton du bâtiment. D'accord, et dans les bureaux?
Le bureau, il n'y a aucune obligation dans un bureau d'un élu de mettre son drapeau. Le drapeau, c'est sur le fronton et dans la salle des délibérations. Dans le bureau, il y a le drapeau européen et le drapeau corse. Oui, après le drapeau français. Vous ne trouvez pas que c'est un peu tendancieux? Non, vous pensez que c'est pas l'ambiguïté. Vous pensez qu'ils ont oublié? Qu'ils ont au repassage? Ils ont oublié. Ils assument. Jean-Guy Talamoni dit, moi, je ne me considère pas comme français. Donc je mets dans mon bureau, là où je fais ce que je veux, le drapeau que je veux. Bon, vous imaginez? Je dis pas que c'est bien. Mais vous imaginez avec des représentants d'autres communautés qui feraient ça, vous imaginez le ramdam que ça ferait immédiatement? Non, mais on est d'accord, mais lui il assume ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est indépendantiste. Il fait ce qu'il veut. Voilà, moi c'est le laxisme de la République dans cette affaire qui me semble sauf que la République n'impose pas dans le bureau d'un président ou d'un maire ou d'un député, il y a le drapeau français. Non, mais est-ce que vous trouvez plus généralement, au-delà de cette affaire de drapeau, est-ce que vous ne trouvez pas que la République, comme on dit, c'est-à-dire l'État en gros, en clair, a déjà beaucoup trop lâché? Par exemple, je suis très choqué par cette histoire de communauté unique. Vous savez, de suppression des départements et de collectivités territoriales. Les Corses avaient refusé par référendum. Je me souviens, parce que Sarkozy avait perdu ce référendum. Et pourtant, l'État a imposé quand même cette collectivité territoriale unique. Il faut savoir qu'à l'époque c'est le 6 juillet 2003. 2003, j'avais retenu 2003. Vous savez, quand Sarkozy en fait la proposition, il est ministre de l'Intérieur, et puis il est plutôt assez proche de ce qui se passe chez nous. Et chez nous, vous dites en Corse? Oui, en Corse, oui. Non, mais je pourrais habiter ailleurs, je dirais la même chose. Je pourrais habiter à Sarcelles et tu pourrais chez nous. On est chez nous. Ce que je veux dire par là, c'est que, allez, 3, 4, 5, 6 mois, il faudrait vérifier aussi, faire un fast-checking aussi là-dessus. Majoritairement, les électeurs étaient pour la fusion des départements. Et moi, je l'ai vécu de l'intérieur. J'étais à France Inter à l'époque, au service politique, et je m'étais occupé jour après jour de cette affaire. Reportage sur le terrain, j'ai participé, on a vu sur les images, vous savez, Raffarin et Sarkozy sur les chaises en plastique, c'était l'aéroport de Bastia, et c'était d'ailleurs Claude Guéant qui menait la charge avec les CRS ou les gardes mobiles contre des manifestants, c'était des manifestations sociales à l'époque. Il y a eu un glissement au fil des semaines, ça a duré même 2 mois à peu près. Le contexte à l'époque, c'était, il y avait le fugitif Yvan Colonne qui était quelque part, les avions renifleurs en Amérique du Sud ou je ne sais où. En fait, le pouvoir savait où il se trouvait, il le cernait. Il y avait un climat social extrêmement tendu, et l'Élysée était en désaccord avec Beauvau. Et il y a eu un jeu de dupes. Le président Chirac, lui, était entouré de conseillers qui lui disaient surtout pas ça. Il voyait le moyen de taper Sarkozy avec ça. Moi, je sais, je l'ai traité, je l'ai écrit. Non, mais ça s'est joué à 1%, 2%. Ok, les Corses ont voté contre, mais étaient-ils contre? Ah bah oui, mais alors... c'est la France, mais pas tout à fait la France, c'est la majorité, mais pas tout à fait la majorité. Quand Zemmour dit tout à l'heure, et je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, parce que je vous lis avec beaucoup d'intérêt, et vraiment, j'apprécie, quand vous dites collectivité territoriale, tous ces fonctionnaires, ils travaillent à 20%, etc. Ben là, vous avez l'exemple d'une collectivité qui s'est unifiée, vous avez 330 000 habitants en Corse, c'est-à-dire l'équivalent du 15e arrondissement de Paris. Ça vous choque pas? Donc, non. Qu'il y ait une seule collectivité. Allez, attends, d'abord, sur le principe, une seule collectivité, ça va dégraisser au fil des années. L'idée, c'est qu'ils ont concentré le tir, parce qu'avec, justement, un conseil régional, une territoriale collectivité, 2 départements, waouh. Donc on n'en met qu'une avec des pouvoirs locaux, mais une seule autorité. Alors maintenant, on peut discuter collectivité unique, parti unique, pensée unique. Certes, il y a un risque. Oui, mais dans ce cas-là, il faudrait le faire ailleurs en France. 330 000 habitants. Vous voyez ce que je veux dire? 330 000 habitants, c'est l'équivalent d'un gros arrondissement. Le premier qu'il a fait, c'est Gérard Collomb à Lyon. Mais je suis assez d'accord. Donc, à un moment, on peut rationaliser. Ce qui me choque, c'est que ça soit que pour les Corses. Vous avez 2 collectivités. Vous avez la Corse et Lyon, la grande métropole. C'est article 1er article 74, alinéa 1. Vous avez 2 grandes collectivités, ce sont les premières, il y en aura partout. Donc c'est une nationalisation. Messieurs, c'est sur cette belle unanimité que se referme ce débat pour ce soir. Le guêpier corse, c'est ça. Waouh. Qui a fait ça? Non, la titraille, c'était le guêpier corse. Vous savez, on fabrique du miel, il y a des abeilles en Corse aussi. Moi, j'ai fait 12 fois le GR20 dans la Corse, il n'y a pas de problème. Merci, messieurs. C'est maintenant l'heure de retrouver Sandrine Sorge. J'ai souffert, je vous dis. Sandrine, vous avez fait
Gervin, vous passez à Bavel, à Vitzavon et tout ça. Vous allez en parler avec nos invités. Pendant la coupure pub, car c'est la pub quand vous arrivez. Après la pub, il y aura un homme de l'Ouest, Stéphane Le Foll, et une femme du Sud, Alba Ventura. Qu'ils peuvent réagir sur les réseaux sociaux avec le mot dièse ZenPP, et non pas parce que vous êtes des pépés, mais parce que c'est Paris Première. Sandrine, c'est à vous. Merci Anaïs. Alors vous le savez, cette semaine, des femmes étaient à l'honneur. Brigitte Macron a reçu Angelina Jolie à l'Élysée, un entretien d'1 heure, tout en anglais. On a parlé des réfugiés, de la famine au Venezuela, de la misère dans le monde. Mais attention, tout ça en robe élégante de chez Roland Mouret et avec un lipstick rouge baiser numéro 4, brillant, pétillant, surprenant. Et puis après, on était pétés, on a fait des selfies. Oh, Angelina, t'es trop jolie. Ah, Brigitte, t'es trop nulle. Et oui, les femmes, toujours plus brillantes, toujours plus épatantes, comme on le voit sur cette photo où Valérie Pécresse a un peu forcé sur le rouge. Tandis que Laurent Wauquiez traîne encore sa vieille doudoune délavée que sa femme lui a offert en 2008. Bon, vous le savez, il est un petit peu conservateur. Alors on se croirait dans une pub pour couleur, j'ai pas le droit de citer de marque, donc c'est couleur, spéciale couleur, sans décolorant. En même temps, c'est normal, décolorant Wauquiez. Oui, Laurent aime les vieilles doudounes, mais c'est pas pour ça qu'il vient de nommer Nadine Morano conseillère. Oui, Nadine Morano, conseillère politique. On ne sait pas trop si c'est une antithèse ou un oxymore. En tout cas, ça décoiffe. C'est l'ami personnel d'Éric Morano, vous savez. Morano, conseiller politique, c'est un petit peu comme si on nommait Tariq Ramadan au ministère des Droits de la Femme. Alors, pour comprendre, je me suis renseignée. Il faut savoir que Nadine Morano est la fille de Michel Pucelle. Et qui dit Pucelle dit Jeanne d'Arc. Et qui dit Jeanne d'Arc dit j'attends des voix. Hein? On comprend mieux. Quel stratège, ce Wauquiez. De la politique au cinéma, vous le savez, il n'y a qu'un pas. Et à propos de cinéma, on connaît désormais le nom des finalistes pour les Césars 2018. Alors, dans la catégorie meilleure actrice dans un premier rôle, sont nommés Jeanne Balibar, Juliette Binoche, Charlotte Gainsbourg, Emmanuelle DeVos, Anne Hidalgo. Et la gagnante est... On a l'enveloppe. Et du budget. Merci Anaïs. Quel suspense. Anne Hidalgo. Merci. J'aimerais remercier mon père qui m'a donné la passion du sport. Il s'appelle Michel Hidalgo. Muchas gracias, papa. Te quiero. J'aimerais remercier aussi tous ceux qui ont œuvré pendant des mois pour accoucher de ce rapport de 14 pages sur la propreté de Paris. Pour seulement 224 580 €. Merci à tous. C'est un vrai travail d'équipe. On est une famille. Somos una familia. Alors, il y en a qui disent que c'est abusé, que Xavier Tiberi aurait pu le faire à moitié prix. Je vois pas le rapport. En tout cas, merci Xavier de m'avoir ouvert la voie et surtout la voirie. No passaran. Voilà, séquence émotion toujours. C'était la dernière séance pour Mathieu Gallet. Le CSA a tranché en toute indépendance et a mis fin à ses fonctions de président de Radio France. Alors pour Gallet, c'est une plage qui se tourne. Moi, je la voyais venir celle-là. Et c'est Michel Legrand qui lui a rendu le plus bel hommage. Comme un galet que l'on jette de la maison de la radio, accusé à tort peut-être, et si c'est ça, c'est pas beau d'avoir jeté par la fenêtre de l'argent de nos impôts. Mais l'État n'oublie jamais ses fonctionnaires les plus hauts.
Et tu ricocheras peut-être dans un ministère bientôt. Ah ouais, c'est vrai. Oh, bravo. Magnifique. Alors, vous le savez, dans la vie, il y a ceux qui dégagent et il y a ceux qui voyagent. Comme notre président, le gars, dans la même quinzaine, il se fait la Chine, la Suisse, l'Auvergne, la Tunisie, le Sénégal et la Corse. J'aimerais trop avoir ses miles. Et aussi son carnet d'adresses. Genre, j'ai des amis dans chaque port. Ce qui est quand même beaucoup mieux que l'inverse. Vous voyez, il a vu Bertrand Delanoë à Tunis, Rihanna au Sénégal, avec qui, nous dit le Parisien, il a salué un nouvel élan pour l'éducation. Ouais, bien sûr, l'éducation à la bandeau, hein. L'éducation, oui, l'éducation, Rina, l'éducation, bien sûr. Hein, c'est important, l'éducation. Je vais t'éduquer, moi, tu vas voir. Hein. Alors, pendant que le pauvre Blanquer se farcit les conneries de Cédric Villani, l'éducation, il n'y a pas d'égalité dans l'éducation. Sur le théorème de Brad Pythagore. Celle-là, j'en étais pas sûre. Brad Pythagore. Enfin bon, comme on dit chez moi, il ne faut pas juger de l'arbre par l'écorce. Et justement, Brigitte, qui connaît bien la Corse, a longuement briefé Emmanuel avant son voyage sur l'île de Beauté. Mon chéri, en Corse, il faut pas prononcer la fin des mots. Tu dis pas Bonifacio, tu dis Boniface. Tu dis pas Ajaccio, tu dis Ajax. Hein? Tu dis pas Pupponi, tu dis Pepone. Sinon, tu vas passer pour un pinceau, pour un plouc. Et comme Emmanuel est très obéissant, ça a donné ça. Mes chers âmes, je suis rave d'être dans l'île de Botte, dans votre paix. Enfin, notre paix. Notre paix. Qui sent bon le marque. Et la vendette. À moi, je suis partie ce matin de l'aéroport d'Orly. En me disant, Emmanuel, qu'est-ce que tu vas pouvoir leur dire sans que ce soit source de conflit? C'est vrai, si je lui dis, Ojangui, t'as la money? Il va croire que je lui demande de l'argent. Alors qu'au final, c'est moi qui vais lui en donner. Comme j'en donne à tout le monde d'ailleurs. Non, c'est vrai, en voyage, je fais un pas, je fais un chèque. Tu m'étonnes que les gens y m'aiment. Et là, je me suis dit, Emmanuel, pourquoi tu veux parler? En Corse, on parle pas. Au mieux, on chante. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, les Corses, ils l'ont accueilli en chanson. Bon, quand on est toute seule, c'est pas facile à comprendre. Alors, soyez indulgents. Petit Emmanuel, sur le constitutionnel et sur la question des prisons. Garde-toi si tu nous dis non. Petit Emmanuel. Ouais. Merci beaucoup, hein, merci messieurs. C'était bien, c'était bilingue en plus. C'était bilingue. C'est une bonne conclusion. Merci Sandrine, merci messieurs d'être venus sur ce plateau tout à l'heure. Stéphane Le Foll, mais avant c'est l'heure de notre prochain débat. Double gadin pour La République En Marche aux législatives partielles à Belfort et dans le Val d'Oise. Quelles leçons tirer de ces élections? Avant d'en parler avec le député macroniste Gilles Legendre et le politologue Jean-Daniel Lévy, regardez ses réactions politiques. C'est vrai que c'est compliqué pour nous de construire une dynamique dans une élection partielle sans enjeu. C'est le retour de la droite. On a voté beaucoup de choses. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut changer en profondeur le pays. Ça ne se fait pas en 6 mois. Les faits sont têtus. C'est un succès pour ma famille politique et pour Laurent Wauquiez. Non, dans une partielle, il n'y a pas vraiment de leçons à tirer. Nous avons un leader aujourd'hui. Nous avons retrouvé un leader. Oui. Voici Gilles Legendre et Jean-Daniel Lévy.
Bonsoir Jean-Daniel Lévy. On ne vous a pas vu depuis longtemps, on est ravis de vous revoir. Alors, bonsoir Gilles Legendre. Bonsoir. Vous êtes homme politique, entrepreneur, journaliste français spécialisé dans le domaine économique. Et vous êtes le tombeur d'Henri Guénaud et de NKM, qui est d'ailleurs parti dans le privé, comme vous l'aviez prophétisé ici, Eric, qui est parti à New York faire une carrière dans le privé. Oui, mais Zemmour dit que c'est pas assez loin, New York. Dans les deux sens. Et vous êtes donc député En Marche de Paris. Ça aurait été plus loin, mais bon. Bonsoir Jean-Daniel Lévy. Vous êtes directeur du département politique opinion de CSA. Daris Interactive. Daris Interactive, oui, Absolument. qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça? Non? Je me suis plantée. Ah oui, Daris Interactive, pardon. Pas, Alors, Gilles Legendre, est-ce que vous êtes inquiet? Pas du tout. Pas bon, du bah, tout. au revoir. Alors, j'ai fait un vœu en rentrant en politique récemment, puisque je suis un vieux novice. J'ai promis que les soirs d'élection ou après des élections, je ne dirai jamais après une défaite que finalement c'est pas une défaite, c'est une victoire. Donc je tiens ma promesse. Nous avons enregistré dimanche 2 défaites, une qui coûte plus que l'autre puisqu'il s'agissait de réélire une de nos collègues dans le Val d'Oise qui avait, dans l'élection, avait été invalidée. Donc, une défaite est une Isabelle défaite. Muller-Quoi. Isabelle Muller-Quoi, absolument. Qui était une très bonne députée, qui aurait pu rester parmi nous. Les électeurs en ont décidé autrement. De peu, avec très peu de votants, mais c'est une défaite. Mais justement, il y a peut-être une question préalable, c'est plutôt pour vous. Est-ce que, à partir d'un certain taux d'abstention, c'est ennuyeux ma question parce que le débat peut cesser là, on peut vraiment tirer des enseignements? Parce que là, ça atteint par moment 80%. Est-ce que quand même l'analyse reste valide? Déjà, l'abstention, c'est un premier signe. Oui. C'est un signe. En France, par rapport à d'autres types de pays, l'abstention, ça n'est pas un désintérêt à l'égard de la politique. C'est une manière d'exprimer une forme de critique à l'égard, justement, de la manière dont les responsables politiques peuvent ou pas représenter les intérêts, les identités, les aspirations de la part des individus. Quand vous regardez aux États-Unis, il y a une abstention qui est une abstention résiduelle. Vous prenez la dernière élection. Qu'est-ce que vous appelez résiduelle? Structurelle, vous voulez dire? Structurelle, c'est-à-dire qu'il y a des électeurs qui ne vont jamais Ah oui, voter. structurelle, d'accord. À la dernière élection présidentielle, par exemple, un Américain sur 2 n'est pas allé voter et ne s'est pas déplacé pour aller voter. Il y a énormément d'Américains qui déclarent de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Quand on interroge aujourd'hui en France les abstentionnistes, ils disent c'est un message que j'exprime. C'est un message de critique, d'interrogation, de doute. Et on sait que d'une manière générale, ça va les ennuyer parce qu'on déclare de manière perpétuelle que le droit de vote, c'est un droit qui a été conquis, qu'il s'agit d'un droit à cajoler et que dans ce contexte-là, le fait de ne pas se déplacer pour aller voter, c'est un message. Et d'ailleurs, aux dernières élections législatives, il y avait un premier message qui était exprimé, avec une abstention record au premier tour et une abstention encore plus record au deuxième tour, avec, là pour le coup, si je ne me trompe pas, un nombre de l'ordre d'une dizaine d'électeurs, de candidats qui ont été élus avec plus de 50% du corps électoral effectivement inscrit. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est effectivement, est-ce que ça a un sens? Oui, ça a un sens, et ça montre aujourd'hui une forme de distance de la part des électeurs, aussi bien de droite que de gauche, voire proches de la République En Marche, qui ont dit on ne sent pas aujourd'hui d'utilité manifeste suffisante pour se déplacer, pour aller voter, soit pour défendre, soit pour critiquer le Oui, mais c'est candidat. un message qui s'adresse du coup plus aux partis gouvernement qu'aux autres. La déception ou le retrait est plus un message vis-à-vis de Macron et des autres. Je pense que le candidat socialiste qui a réalisé un peu moins de 3% dans le territoire de Belfort au premier tour a également entendu le message, même de la part des abstentionnistes. Oui, allez-y. Réagir là-dessus, parce que moi je partage absolument le constat sur la question de la confiance. C'est la question clé aujourd'hui. Et évidemment, nous ne sommes pas l'objet de plus de défiance que les autres, mais notre responsabilité, parce que nous sommes au pouvoir, nous oblige à mettre en œuvre des politiques qui, petit à petit, resteront cette confiance. Manifestement, il va falloir du temps. Le niveau de défiance de la population, et ne croyez pas que c'est réservé aux populistes prolétaires ou aux populistes exclus ou aux populistes qui vivent des situations infernales dans notre pays depuis des années. Moi, je suis l'élu d'une circonscription hyper privilégiée. Il existe... Dans le 7e, 6e, 7e. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout le monde y est heureux, que tout le monde y est riche, mais globalement, c'est une circonscription hyper privilégiée. J'ai constaté, c'était une découverte pendant ma campagne, que beaucoup d'habitants incarnent ce que j'appelle le populisme chic. C'est quoi le populisme chic? C'est pas celui qui va voter Le Pen ou qui va voter pour la France insoumise. C'est celui qui, vis-à-vis de la classe politique, toute la classe politique, incarne un scepticisme, une ironie, une goguenardise élaborée, parce que comme il est chic, il est éduqué, il est savant, il connaît le système,
bien souvent le système qu'il critique est incarné par le copain de promotion ou par le collègue de bureau. Bon. Et ce populisme-là, il exprime la même défiance. C'est moins violent, c'est moins spectaculaire. C'est cette confiance qu'il faut que nous restaurions. Et ça ne se fera pas en un jour. Que nous ayons, en plus sur une élection partielle dans laquelle il n'existe aucun élan national porteur, un taux d'abstention qui soit énorme, encore plus important que celui déjà beaucoup trop élevé que nous avions enregistré aux législatives, pour moi, c'est un symptôme normal. Est-ce que pour autant, ça me laisse serein ? La sérénité ne doit pas être notre lot, parce que sinon, c'est le début de l'endormissement. Alors, moi, je pense que vous, pardonnez-moi, mais je pense que vous surinterprétez cette histoire d'abstention massive. Non pas que je ne vois pas ce que vous dites, hein, vous avez tout à fait raison, et je pense que c'était plus le cas aux législatives. C'est-à-dire que quand il y a un grand débat politique, le fait de s'abstenir alors que tout le monde sait qu'il y a une élection, là, effectivement, vous avez raison, c'est un acte politique, même idéologique. Sur ces deux partiels, je pense que les gens savaient à peine qu'il y avait une élection, quoi. C'était de cet ordre-là. En plus... Je confirme. J'ai été faire campagne pour Isabelle Muller-Quoi mercredi dernier. 9 personnes qu'on rencontrait sur 10 dans la rue nous disaient « Ah bon, il y a une élection ?» Oui, ça m'étonne pas. Bon. En plus, permettez-moi, sans vouloir vous offenser, mais votre élection, pas à vous spécialement, mais à tous les députés, tous les députés En Marche, comme je l'ai déjà dit à une députée qui n'était pas contente, on aurait mis une chèvre avec une étiquette Macron et elle aurait été élue. C'est vrai que c'était pas très aimable. Non, mais elle m'énervait parce qu'elle était d'une arrogance incroyable, elle croyait qu'elle avait refait la France. Donc alors je vais essayer de ne pas me faire traiter de vous. Voilà. Vous avez compris ce que je veux dire, au-delà de la boutade. C'est-à-dire que c'était un vote éminemment politique, éminemment personnel. Les Français, après tout, je ne critique pas, hein, ils ont intériorisé la Ve République, ils donnent la majorité au président. C'est pas, oui, c'est normal. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis le début, vous êtes dans cette situation-là. C'est-à-dire que vous dépendez étroitement, comme jamais peut-être depuis le général de Gaulle, ou peut-être comme Mitterrand en 80, mais enfin, ils avaient un ancrage local depuis les municipales de 78. J'achète ces deux parallèles qui sont assez flatteurs, voilà. Plus que celui de la chèvre. Vous êtes d'accord? Voilà. Mais vous savez, au temps du général de Gaulle, on disait une chèvre avec UDR et elle est élue. Ah, donc j'ai repris mes classiques, c'est tout. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous êtes des députés, mais vous n'avez pas d'ancrage local. C'est l'inconvénient du nouveau monde. L'avantage, c'est que ça c'est nouveau, et l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'ancrage local. Donc vous ne pouvez absolument pas compenser le désintérêt par un vrai ancrage local. Donc vous avez intérêt à limiter au maximum les élections partielles, parce que vous allez vous faire balaner à chaque fois. Alors, Éric Zemmour, d'abord, c'est pas nous qui les décidons, les élections partielles. Si ça ne dépendait que de nous, elles n'auraient pas lieu. Surtout quand il s'agit d'annuler l'élection de collègues élus en juin. Je voudrais dire deux choses. Premièrement, évidemment que nous dépendons peut-être encore plus qu'avant du président de la République, mais pas en tant que personne, mais en tant de fait que nous devons appliquer un programme qui a été clairement détaillé pendant la campagne, que nous déroulons étape par étape. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais les Français, et ça peut-être que Jean-Daniel Lévy pourra soit appuyer, soit contredire ce que je dis, mais je crois que c'est exact, reconnaissent que ça au moins, c'est quelque chose de nouveau. En revanche, sur la question de l'ancrage local, je vous rejoins totalement. Nous sommes un parti jeune, mais même pas adolescent, enfant, un mouvement jeune. Bon, et donc nous n'avons pas d'ancrage local. Dans une élection partielle comme celle du Val d'Oise, il y avait pas Pontoise qui était le cœur, mais il y a des communes aux côtés. Un maire LR, il va évidemment dire à ses électeurs, allez, regardez le LR, votez pour moi, vous savez, moi c'est mon parti, je l'aime bien, etc. Hop, il n'y a pas d'élan national, il n'y a pas d'enjeu national. On est passé de 313 députés à 312, la catastrophe. C'est très ennuyeux parce qu'on aimait beaucoup Isabelle Muller-Quoi. mais pour le chiffre, c'est pas le problème. Donc, là où vous avez parfaitement raison, nous devons absolument nous ancrer localement, renforcer le mouvement En Marche. Là aussi, ça ne se fera pas en un jour. Mais vous savez, ça renvoie à un sujet qui est beaucoup plus global. Nous sommes au pouvoir parce que le système était à bout de souffle. Et peut-être aussi, c'est l'œuf à la poule, nous avons fait en sorte que le système soit encore plus à bout de souffle qu'il n'était. Il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Il faut analyser les résultats comme le dégonflement de la bulle dégagiste, c'est-à-dire que les gens ont voté pour dégager l'ancien système. Nous ne voulons plus du PS qui était au pouvoir, on ne croit pas aux Républicains comme alternatif, mais
les gens, là c'est une leçon nationale, n'adhèrent pas, en tout cas, à ce qui est fait. C'est ça. Non, ils n'adhèrent pas par construction, en raison de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire au déficit, j'allais dire structurel, c'est un peu pompeux, mais de confiance vis-à-vis de la classe politique. Et celui qui se retrouve à un moment donné, opposition de pouvoir, prend cher. Parce que cette défiance, elle est complète. Est-ce que c'est ce que disent les études d'opinion? Ils reconnaissent déjà aujourd'hui une chose à Emmanuel Macron, c'est de faire ce qu'il a dit. Ils ne savent pas forcément exactement ce qui avait été dit dans le cadre de la campagne électorale, mais il y a sensiblement le sentiment qu'aujourd'hui, ce qui se passe, même si ça ne correspond pas aux aspirations des Français, correspond à un engagement de campagne préalable. Et ils disent, par rapport à ce que nous avait dit François Hollande, par rapport à ce qui avait été fait par Nicolas Sarkozy, par rapport même à ce qui avait été fait à l'époque par Jacques Chirac, et notamment en 1995, au moins, on a une forme de confiance à l'égard des responsables politiques. Parce qu'une des critiques majeures à l'égard du personnel politique, c'est la suivante, c'est de dire ils font tout pour arriver au pouvoir, ils cherchent en fait à nous convaincre, et une fois arrivés aux responsabilités, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, la trahison, ça n'est pas une critique qui est exprimée à l'égard du président de la République, et ça constitue une de ses zones de force. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un engouement populaire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un soutien à l'égard du fond politique de ce qui est mené? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si on prend différentes mesures, notamment par exemple la loi travail, qui constitue la loi la plus emblématique, suscite un soutien, une adhésion ou une approbation de la part des Français? La réponse est non. Donc on est dans cette forme de tension où la posture présidentielle globalement est relativement bien appréciée et viennent se greffer à ça des interrogations, des doutes sur les conséquences pour les individus, ce qui se traduit politiquement par une absence de soutien, de mobilisation en faveur. Et puis, notamment, aujourd'hui, la seule formation politique qui apparaît comme étant clairement en ordre de marche, les Républicains qui en tirent globalement un bénéfice électoral, en tout cas. Comme formation clairement en marche, je préfère être adolescent dans l'état où on est et pas encore adulte que dans leur état. Si vous demandez aux Français, ceux qui aujourd'hui sont globalement organisés de la veine polémique. Non, mais attendez. Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous êtes d'une circonscription privilégiée, évidemment. Oui, et j'en suis très fier. Non, mais c'est pas. Mais simplement parce que vous avez quand même, pour moi, le problème de fond, mais qui n'est pas lié spécialement à ces deux partiels, qui est lié à tout le mandat Macron. Vous savez, j'ai lu cet hiver les souvenirs de Tocqueville. Et, pour parler de la monarchie de Juillet, il a cette formule magnifique, il dit « Les anciennes aristocraties », il parlait évidemment des légitimistes, « Les anciennes aristocraties ont perdu, le peuple est exclu ». C'est exactement Emmanuel Macron. Exactement la même chose. Les anciennes aristocraties partisanes ont perdu, et le peuple est exclu. Il n'est pas dans votre système. Vous êtes les représentants des élites bourgeoises, des nouvelles élites urbaines. Les classes populaires ne vous connaissent pas. Éric Zemmour, je suis désolé, mais et ça sera votre conclusion, Gilles Legendre. Mais alors, tant mieux, parce que c'est inexact, si je puis me permettre. Ah bah non. Non, mais je vois parfaitement la diversité sociologique des 313 députés à l'Assemblée nationale. Bon, nous avons non, attendez. Une surreprésentation des professions libérales et tout, patrons, etc. On l'a d'abord diversifié parce qu'au lieu qu'il n'y ait que des fonctionnaires, je caricature, il n'y a jamais eu que des fonctionnaires et des médecins, enfin c'était quand même ça les gros bataillons, nous représentons une France active infiniment plus variée. En termes de niveau social d'adhésion, c'est beaucoup plus varié. Non mais attendez, si vous me dites que pour faire une campagne électorale, il faut quand même être intégré dans un système, avoir été éduqué, ça, c'est vrai. Nous ne représentons pas la France des SDF, la France des exclus. Nous représentons toute la France, mais sociologiquement, nous ne sommes pas issus de cette France-là. Vous caricaturez ce que j'ai dit. Non. Mais on a une diversité sociologique infiniment plus importante que vous ne le dites. Mais sur ce vrai sujet, aujourd'hui, ce qui est important, c'est quelle politique nous faisons pour quelle France? La politique que nous faisons aujourd'hui... c'est pour votre base sociologique. Non, c'est inexact. Et ça, je m'inscris absolument en faux. Je prends une minute pour l'expliquer. Le sujet crucial français aujourd'hui, qui est à la source de toutes ces difficultés, y compris en apparence très loin, c'est le chômage. Quand on parle de l'islam, quand on parle des problèmes d'intégration, quand on parle des problèmes de laïcité, je sais que ça nous emmènerait trop loin. Je sais que ça n'est pas vos thèses et que vous seriez argumenté contre. Mais c'est la vérité. C'est votre vérité en l'occurrence. La question des quartiers, les déséquilibres des quartiers, c'est lié au chômage. Moi, je pense pas. Et au sous-emploi. Je sais que ce n'est pas votre point de vue, c'est le mien, c'est le nôtre. Vous avez raison. À partir de ce moment-là, nous devons absolument mettre fin à ce chômage durable de masse. Toutes les mesures que nous prenons aujourd'hui tendent vers ça, notamment toutes les mesures dans le registre économique et social, y compris
quand, en apparence, quand dans le cadre du vieux logiciel, elle donne l'apparence d'être des mesures dites libérales, dites de droite, dites pour les riches. La baisse, la suppression de l'ISF, sa transformation en IFI, c'est une mesure radicale qui est courageuse, parce que politiquement, ça n'est pas dans l'air du temps, parce que... C'est pas très fair-play de lancer ça à la dernière seconde. C'est pas fair-play de lancer ce débat à la dernière seconde. Vous avez lancé 2 débats à la dernière seconde. C'est très contestable. Mais attendez, je suis capable de mauvais joueur, la République en marche. Si c'est de l'art... Non mais ça, justement... Gilles Legendre, il faut vraiment conclure là. L'argent dégagé sur l'imposition du capital, il va s'investir où ? Dans les entreprises. On en reparlera. Les entreprises qui investissent. On en reparlera. Vous avez le droit d'être sceptique et moi j'ai le droit de savoir qu'on a encore du boulot pour vous. Vous avez bien su, alors là, comme dirait Bourgi, vous les avez bien... Comment Bah non. Excusez-moi. Alors le bouc, Niquet, ils s'en dit des drôles sur ce plateau. Oui, c'est vrai. C'est des esprits libres. Allez, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci. Merci beaucoup, Gilles Legendre. Vous nous quittez. Jean-Daniel Lévy d'Aris Interactive, vous restez avec nous pour le prochain débat parce que c'est maintenant l'heure de notre prochain invité politique. Je comprends. On est plus bête chez soi. Il reconnaît à Emmanuel Macron un talent, celui d'avoir dynamité un paysage politique à bout de souffle. Et Nicolas Dupont-Aignan s'y connaît en dynamite puisque, regardez, c'était il y a 9 mois, il faisait un pacte qui allait changer son destin. J'ai décidé de prendre mes responsabilités en votant Marine Le Pen, mais en allant bien plus loin, en bâtissant un accord de gouvernement. Je suis heureuse et fière de cette alliance entre nos 2 familles politiques unies par un sentiment commun de patriotisme. Présidente de la République, je nommerai Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre de la France. L'alliance qui s'est nouée, cette alliance pour le pays n'est pas une alliance de circonstances. Allez, voici Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous marchez seul maintenant. Vous avez Jean-Jacques Goldman. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes député de l'Essonne, président de Debout la France. Vous avez recueilli 4,7% des voix aux dernières présidentielles. Et votre alliance, donc, d'entre-deux tours avec Marine Le Pen a provoqué beaucoup de remous dans toute la classe politique et parmi vos plus proches. Vous savez donc affronter les tempêtes. En voici une particulièrement cruelle, car voici le QCM d'Éric Zemmour. Bravo. Non mais... Ne vous inquiétez pas. Oui, il a déjà subi, je crois. Alors, première question. Le mieux placé pour rassembler la droite, c'est Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, Florian Philippot ou Nicolas Dupont-Aignan? Cette question n'a aucun sens. Et Zemmour, non, mais je vous dis les choses telles que je les pense. Bah, il faut bien rassembler. En 2013, 9 mois après l'élection de Hollande, est-ce qu'il y a une personne qui imaginait qu'Emmanuel Macron serait le futur candidat, le futur président de la République française? Personne ne le connaissait. Moi, j'ai ma démarche. Elle est justement de ne pas rentrer dans ce petit jeu des chevaux de course, parce que je considère que ni Wauquiez ne gagnera seul, ni Le Pen ne gagnera seul, ni Dupont-Aignan ne gagnera seul. Oui, on parle bien de rassemblement, là. Oui, mais ça ne passera pas par eux, puisqu'ils ne veulent pas se parler. Du moins, Wauquiez ne veut pas parler à Le Pen, Philippot est parti de chez Le Pen, et moi, tout mon objectif maintenant, parce que je le sais, les électeurs veulent qu'on travaille ensemble. Et ça a été le sens de mon alliance du second tour. C'est de passer par le terrain, par les électeurs, hors appareil politique. Parce que sinon, les appareils politiques, ils ont une logique. Monsieur Wauquiez, il croit qu'il va gagner tout seul et refaire le coup de Sarkozy. Plumer la volaille Front National et dire, tout en étant ambigu et faisant alliance avec Madame Calmels, qui est l'adjointe de Juppé, tout en ayant dans sa majorité en Rhône-Alpes des modems. Moi, je comprends plus rien. Monsieur Philippot et Madame Le Pen se déchirent, mais leurs électeurs, leurs cadres veulent l'union. Mais l'union, pas l'union pour l'union. L'union sur un programme commun, sérieux, où on tire les leçons de la défaite de 2017. Vous savez, je suis très libre. Parce que contrairement à ce qu'a dit la presse, qui m'a assassiné, d'ailleurs j'ai été réélu, tiens, comme par hasard, on pensait que j'allais être mort dans un coin, j'ai été réélu. Vous savez ce qui s'est passé même le soir de mon élection? Faut quand même le savoir. Toutes les télés de France étaient venues dans ma ville pour voir ma défaite. Quand à 21h, ils ont vu que je gagnais largement, ils sont tous partis.
Il est resté 2 journalistes, BFM est parti, ils sont tous partis. Parce qu'il fallait assister à la mort symbolique d'un mec qui avait osé dire... Puis je vous faire remarquer que ça n'a pas grand rapport avec la question, parce que... Si, parce que Laurent c'est Wauquiez, fondamental, je vais vous dire, il gagnera pas seul, mais plus sûrement que vous. Qu'est-ce que vous en savez? J'ai vu les résultats. Si on vous avait pris en 2013 pour dire que Macron allait gagner, vous ne le connaissiez même pas. Donc, la question n'est pas là. La question, elle est de savoir si on est capable de bâtir un projet crédible, alternatif, parce que le mirage Macron, il va se dissiper. Mais il ne se dissipera que si les Français ont le sentiment qu'il y a une alternative sérieuse en face. Est-ce qu'il y a un programme commun de la droite? Est-ce que ça existe? Vous n'arrivez pas à vous entendre avec Marine Le Pen aux européennes, par exemple? Ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous en savez d'abord? Parce que ça a l'air d'être laborieux. Ça a l'air d'être laborieux et il n'y a pas de programme commun de la droite. Vous n'êtes pas d'accord entre vous? Attendez. D'abord, c'est pas la droite. Ah bon? Non. La droite libérale du fric, elle est chez Macron. Il y a la moitié des LR qui sont partis chez Macron. D'accord. Enfin, Wauquiez, c'est la droite. Donc, attends. Le Pen, c'est la droite. Mais parlez pas des personnes. Vous êtes assez intelligent. Les partis. Non, mais justement, les Français en ont marre des personnes et des partis. Ils veulent savoir si on est capable de présenter des mesures qui traitent la cause des problèmes. Parce que je vais vous dire, le grand changement qu'il va y avoir dans les mois qui viennent, c'est que les Français ne sont pas idiots. Ils vont s'apercevoir que M. Macron, malgré le génie de la com, ne traite pas les problèmes de sécurité, d'immigration, de pouvoir d'achat, de chômage. Ça va se fracasser sur la réalité. Et les Français vont attendre des solutions. Et ils ne veulent pas qu'on reproduise 2017, le second tour, ils veulent qu'on ait des solutions sérieuses, précises, qui soient crédibles. Et on a un immense travail. Ça ne va pas venir comme ça. Cet immense travail, moi je veux le faire avec Wauquiez, avec Le Pen, mais avec leurs troupes. Et on ne sait pas qui sortira du lot. C'est peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas. L'important, c'est qu'on apprenne aux gens, sur le terrain, à travailler en coalition. Et ça vient, parce que je peux vous dire, moi, les électeurs, ils votent Républicain une fois, ils votent Front National une autre fois, ils votent Debout la France. Ils sont d'accord sur 80% des points. Simplement, ils voient leur tête qu'ils ne sont pas d'accord. Et Mélenchon a réussi à unifier de son côté, la gauche radicale. C'était pas facile, vous savez, les écolos, les communistes, faire parler ensemble. Et d'ailleurs, il a toujours du mal. Macron a unifié des gens qui ont en commun le fric, les plus riches du pays, voilà, ceux qui s'en sortent. C'est bizarre votre exemple de Mélenchon, parce qu'il a écrasé quand même les communistes, par exemple. Donc ça c'est pas passé vraiment par un accord, c'est passé par un rapport de force extrêmement favorable. Mais ça s'est fait lentement, ça a pris des années. Moi, je vous dis que ni Wauquiez, ni Le Pen, ni Dupont-Aignan ne gagneront seuls, que nos électeurs veulent qu'on travaille ensemble et on doit préparer un beau projet. Voilà, point, c'est tout. C'est un immense travail. Si c'était facile, je ne serais pas là. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les électeurs de droite, Jean-Daniel Lévy? Patriotes et républicains, c'est pas la même chose que la droite. La droite, il y a une partie d'électeurs de droite, mais il y a une partie qui sont ni droite ni gauche et qui aiment la France. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça les amoureux de la France. Alors, et attendez, pardonnez-moi. Non, parce qu'on résume droite-gauche, mais il y a des millions de Français qui sont ni droite ni gauche. Pensons aussi à eux. Sachant qu'il y a eu des points de bascule entre une partie de la droite et une partie de la gauche, et une partie de l'électorat Le Pen qui envisageait dans un premier temps de voter pour elle et qui, en fin de campagne, a basculé du côté de Jean-Luc Mélenchon. Donc on n'est plus forcément sur des césures qui sont des césures gauche-droite de manière extrêmement nette. 1,5 point à 2 points en toute fin de campagne. Voilà. Oui, d'accord. 1,5 point à 2 points. Mais enfin, en tout cas, ça existe en fin de campagne. Beaucoup sont abstenus. Et on voyait bien, même entre François Fillon et Marine Le Pen, en début de campagne, des porosités qui étaient assez importantes, voire même une partie de l'électorat de François Fillon qui a envisagé, notamment sur la question sociale, sur la question en fait de la manière dont on pouvait indemniser les personnes qui étaient en difficulté, notamment en matière de maladie, envisageait dans un premier temps de voter pour Marine Le Pen. Donc ces porosités, d'un point de vue électoral, elles existent. Peut-être qu'on aurait pu ajouter un 5e nom à ce QCM. C'est une personne dont on ne parle pas beaucoup, qui s'est un peu retirée de la vie politique, mais qui existe toujours dans les sondages. Il s'agit de Marion Maréchal Le Pen. Pour la première fois dans les dernières enquêtes, on a une confiance qui est une confiance plus importante à son égard de la part des sympathisants, qui sont les sympathisants Front National, plus importante qu'à l'égard de sa tante en tant que telle. Et quand on regarde les traits d'image qu'elle peut avoir, ou voire même le casting, si vous me permettez un peu l'expression, une femme relativement nouvelle en politique, qui a une expression qui apparaît comme étant relativement libre, qui ne s'inscrit pas toujours d'ailleurs dans un clivage gauche-droite, et qui arrive à dire « je suis présente en politique, mais j'ai également une expérience dans le privé », ça correspond à certains égards, à certains points qui peuvent être attendus de la part d'une droite, qui n'est pas forcément la droite qui est la plus en attente d'intervention de la part de l'État, qui n'est pas forcément la droite qui va plus mettre en avant la dimension sociale, mais ceux qui, à droite, parlent de la question identitaire, ceux qui parlent aujourd'hui d'une question qui est une question de reconnaissance ou de rappel d'une partie des valeurs traditionnelles de la France, peuvent se retrouver derrière cette candidate. Donc il y a
un électorat aujourd'hui qui est un électorat qui est en assez grande porosité à l'égard des différents candidats, et puis également, effectivement, peut-être des personnes dont on ne parle pas forcément, qui ne sont pas dans le casting aujourd'hui, mais qui peuvent réémerger au cours des 4-5 prochaines années. Zemmour, merci. Alors, moi j'ai écouté vos deux interventions. Ça fait je partage largement le diagnostic de Nicolas Dupont-Aignan. Ça fait des mois que je vous dis la même chose. Il y a évidemment, c'est plus qu'une porosité. Moi je pense qu'il y a à peu près entre 70 et 80% des électeurs de LR qui sont d'accord avec les électeurs du Front National pour tout ce qui n'est pas économique. En gros, identitaire, islam, immigration, laïcité, etc. Donc ça, évidemment que ça fait un électorat commun très vaste. Sauf que, je suis d'accord encore une deuxième fois avec le fait, et je l'ai dit ici à Wauquiez, il ne refera pas le coup de Sarkozy. Ça, on est tout à fait d'accord. Ouais. Bon, il est venu il y a quelques mois et je lui ai déjà dit ça. Sauf que c'est encore pire quand on a dit ça. Oui, c'est encore pire, parce qu'au moins, si Wauquiez avait pu refaire le coup de Sarkozy, c'est-à-dire prendre une partie importante de l'électorat populaire du FN pour rassembler un vaste électorat de droite, il avait fait 32%, je crois, à la présidentielle au premier tour en 2007, derrière un discours patriotique et identitaire. Ça serait bien. Là, c'est pire. C'est-à-dire que c'est une opinion balkanisée en haut, avec personne qui veut... Non, mais je sais que vous voulez faire le contraire. J'ai compris. Sauf que tout seul, vous ne pourrez pas rassembler tout le monde. Toujours. Non, mais attendez. C'est pas moi, je Éric veux bien Zemmour que les qui va électeurs... devenir fataliste. Mais non, mais moi, je suis très fataliste. Non, mais justement, c'est la différence entre nous. Voilà. Attendez, quand les électeurs, c'est très bien. Pardonnez-moi, les électeurs, c'est très bien. Mais les électeurs, à la fin, il faut qu'ils votent. Il y a des appareils, il y a des partis, il y a des candidats. Eh bien, je vais vous dire, alors, allons-y. Éric Zemmour, quand on a créé les Amoureux de la France, cette structure informelle, plateforme Internet, tout le monde m'a dit... avec Jean-Frédéric Poisson, avec Julien Rochdy qui vient du Front National, avec des gens qui vivent, Nicolas Duy qui vient des Républicains, qui vient d'adhérer d'ailleurs chez moi, on nous a dit vous êtes ma boule, il n'y aura personne. On a investi un peu d'argent dans un site Internet, il a explosé la première semaine, 1 500 000 clics. C'est-à-dire réponse à des questions. Sur une démarche de fond. Depuis, à Debout la France, très modestement, 5 000 adhésions de plus sur... on était 15 000, on est à 20 000. Des élus qui viennent, des conseillers régionaux, Nicolas Duic, ancien député de l'Aube, maire... Partout en France, il se passe quelque chose. Moi, je vous le dis. Cet esprit de coalition qui va se passer en Italie, coalition qui se passe en Autriche, qui correspond à l'époque. Les gens n'en peuvent plus. Vous allez voir l'impact des flux migratoires. Vous allez voir l'impact de l'insécurité. Vous allez voir l'impact du pouvoir d'achat. Vous savez, Macron, ce qui est dramatique dans Macron, je reviens là-dessus parce qu'une situation historique, elle évolue en fonction de ce qui se passe. Macron, c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure, ce que vous disiez. Les gens disent, il fait ce qu'il dit. Le problème, c'est qu'il ne va pas du tout dans la direction que veulent les Français. Et c'est dramatique. Donc, il y a un moment, et il ne va pas résoudre les problèmes parce qu'il ne traite pas les problèmes. Donc, moi, je suis convaincu qu'on est à la veille d'un autre grand bouleversement. Et que ce grand bouleversement, on doit en être acteur. Vous savez, la différence, un homme politique, quand j'étais candidat à la présidentielle, au moment de Fillon, on me disait, sois pas candidat, tu feras 0. On a fait 2 millions de voix. C'est peut-être pas beaucoup, 5%. Aujourd'hui, les sondages aux européennes nous donnent 6. Les Républicains, 12. Moi, je parie sur une prise de conscience des 10 500 000 électeurs qui ont quand même voté Marine au second tour. 10 500 000. On dit, c'est rien, 10 500 000. Je parie sur les 27 millions d'abstentionnistes du second tour des législatives. Personne n'a dit qu'en France, la fameuse majorité, là... On l'a dit tout à l'heure. 27 millions... On peut vous interrompre. Non mais attendez, monsieur Delon, c'est 27 millions d'abstentionnistes. C'est 27 millions d'abstentionnistes. Chaque fois, vous faites la même chose. Comme écoutez, excusez-moi, on progresse. Oui. Et moi, je suis convaincu que les gens attendent une alternative sérieuse. Et qu'on va y arriver. On est obligé d'y arriver pour le pays. Sinon, on ne fera jamais rien, on va se coucher, on laisse le pays crever. La vérité, c'est ça que vous voulez? C'est que vous êtes un homme un peu seul. Mais pas du tout. De moins en moins, 2 millions d'électeurs. Comme tous les hommes. Je souhaite de les avoir un jour. Comme tous les hommes un peu seuls. C'est envoyé, mon petit gars. Comme tous les hommes un peu seuls. Je me sens pas seul. Je finis ma phrase. Comme tous les hommes un peu seuls, vous avez créé votre site de rencontre qui s'appelle Les Amoureux de la France. Très bien. Où vous fréquentez des gens qui pensent un peu comme vous, puis ça doit bien déboucher sur quelques flirts ou plus si affinité. Enfin, ça va pas aller loin. Vous moquer. Attendez. Non, mais
quand Monsieur Macron a lancé En Marche, quand Monsieur Macron a lancé En Marche, vous ricaniez, la plupart des journalistes de Paris, vous ricaniez en disant, vous ricaniez en disant, cette espèce de truc En Marche, c'est nul et tout. Non. Laissez les Français décider, laissez les Français un peu libres, renseignez-vous avant de parler, monsieur. Ne jugez pas avant. Ensuite, bon, il y a cette solitude qui est presque émouvante. Et il y a la deuxième chose, c'est que je me sens pas seul. Mais non, vous faites comme si rien ne s'était passé dans le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Vous ne mettez pas en cause sa légitimité. Vous voulez construire à partir de quelqu'un qui s'est craché en plein vol. Non mais si, il faut quand même. Au contraire, je veux reconstruire. Ben oui, vous reconstruisez. Vous n'avez rien compris. Avec qui? Mais les millions d'électeurs. Alors, ça passe par les appareils. Là. Pour une fois, il a raison, Zemmour. Vous n'avez pas de regret d'avoir rallié Marine Le Pen parce que c'était la deuxième question de Zemmour. C'est extraordinaire. Depuis cette histoire, les Français dans l'isoloir, après le premier tour, ils étaient obligés de choisir. Ils étaient obligés de choisir dans l'isoloir. Si les Français avaient fait ce que tout le monde politique, très lâche, et la plupart des médias voulaient, c'est-à-dire le choix entre Macron et Macron, il n'y avait plus de démocratie. Je vais vous dire pourquoi. J'ai hésité. Je vais être franc avec vous, j'ai hésité. Et je me suis dit, comment moi, qui ai défendu la nation, qui ai défendu le contrôle des frontières, qui ai défendu une politique sociale, qui ai quitté l'UMP sur l'affaire européenne, j'ai quitté l'UMP, ça a été dur, j'étais seul. Oh, il n'y avait personne du tout, là j'étais seul. Et oui, mais après on n'était plus seul. Décidément, c'est une constante. On n'était plus seul. Vous avez hésité. Ouais, De Gaulle a été seul. Attendez, vous avez hésité à quoi? J'ai hésité parce que c'était un choix grave. Et je me suis dit, je vais, à la veille du second tour, aller devant une caméra de télévision, dire aux Français, bah, je sais pas. Vous êtes obligés de choisir. Bah, moi, je sais pas, je vais me défiler. J'estimais que mon programme était plus proche de celui de Marine. Et ce que aucun journaliste n'a dit, c'est que j'ai fait évoluer considérablement le Front National sur l'euro, sur la taxe sur les exportations. Il y avait un programme commun. Le programme, c'est que Marine Le Pen n'a rien compris. Mais ça, c'est... C'est pas vous qui avez fait évoluer, c'est la catastrophe du débat qui a fait évoluer. Donc. Mais il y a eu un problème au débat, oui. Tout n'est pas prévisible dans la vie. Mais moi, je ne regrette pas d'avoir fait sauter le verrou du piège de Mitterrand, qui est un verrou qui a sclérosé la vie politique française pendant 30 ans, pour assurer la domination idéologique d'une gauche minoritaire. Et ce verrou, je l'ai fait sauter une première fois. C'est long à faire sauter un verrou. Quand Mitterrand a fait son alliance, il y a eu un très bon article d'ailleurs de Zemmour, c'est le seul qui a fait un article qui a compris ce que j'ai fait. Quand Mitterrand, dans le Figaro Magazine... T'as vu, c'est beau l'amour quand même. Quand Mitterrand a commencé avec le Parti communiste, ça s'est fait en un jour? Ça s'est pas fait en un jour. Il y a eu des épisodes, il y a eu des difficultés. Conclusion, Nicolas Dupont. Oui. Ça fait des années que vous nous dites ça. À chaque élection, vous nous dites, oui, mais vous allez voir, vous allez à chaque voir. élection. Regardez les codes de popularité. Elles sont égales à celles de Wauquiez et de Le Pen. Et avec 100 fois moins d'audience, 100 fois moins d'antenne, moi je parie sur la solidité, je suis un coureur de fond. Et vous pariez sur Marion Maréchal Le Pen. Vous savez, la tortue et le lièvre, parfois la tortue gagne. Vous pariez sur Marion Maréchal Le Pen. Je l'aime beaucoup, c'est une femme bien. Je parie sur tout le monde, je veux additionner dans une vie politique, où on sépare tout le monde. Vous voulez le monopole de Macron et de Mélenchon pendant 15 ans? Voilà la question que je pose aux 10 500 000 électeurs, aux millions d'électeurs. Vous voulez continuer avec Macron, Mélenchon et voir le pays sombrer? Moi, je veux pas ça. J'ai mes convictions, je me défends, point. Et je donne rendez-vous à Monsieur Nolot dans quelques années. Allez, avec plaisir. C'est sur ce point que se termine ce débat. Merci, messieurs, d'être passés sur ce plateau. Merci, Jean-Daniel Lévy, d'Aris Interactive. Allez, son nom claque comme un nom corse, mais ses racines sont italiennes. Voici Alba Ventura. Bonsoir Alba, joie de vous voir. Mais on vous fait le coup chaque semaine. Tout de suite, c'est la pub. Et après la pub, on accueillera Stéphane Le Foll, à qui vous avez beaucoup à dire, Alba. Allez, de retour sur le plateau de Zemmour et Nolot. Je rappelle à vos amis et à tous vos amis, messieurs, qu'ils peuvent réagir avec le mot dièse ZenPP. Et avant d'en venir à vous, Alba, nous accueillons Stéphane Le Foll. Chanson de Johnny Hallyday pour votre entrée. On a soigné les choses. Bonsoir, monsieur Le Foll. Vous êtes en campagne pour devenir le futur patron du PS. On va en parler tout à l'heure. Mais pour l'instant,
c'est Alba qui a des choses à vous dire. Mais elle a des choses à vous dire juste après avoir parlé un peu de la droite, si ça vous ennuie. Oui, je veux bien, on parle un peu de la droite. Elle fait ce qu'elle veut, voilà, pour décider à sa place. Vous savez que les Républicains, après les socialistes d'ailleurs, se demandent s'ils ne vont pas mettre en vente leur QG, leur quartier général, le siège de LR, l'ancien siège de l'UMP, ce grand bâtiment rue de Vaugirard, dans le 15e arrondissement de Paris, qui avait été choisi à l'époque par Xavier Bertrand d'ailleurs. C'était un ancien parking, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et alors c'est immense, il y a 10 étages, 5500 mètres carrés pour seulement 70 salariés aujourd'hui. Oui. Si vous faites le calcul, ça fait environ 80 mètres carrés par personne. Autant dire qu'on est à l'aise. Un très grand bâtiment qui avait coûté une fortune en travaux. Les Républicains sont d'ailleurs toujours endettés à hauteur de 55 millions d'euros. Ah oui. Donc c'est le problème, c'est pourquoi Laurent Wauquiez a pris le dossier à bras-le-corps. Il va voir les banques là d'ici la fin du mois. Alors louer ou vendre. En tout cas, LR devrait à terme déménager dans un endroit plus petit, moins onéreux. Et apparemment, ce sera sans regret, tellement cette adresse porte la poisse. Depuis que la droite s'y est installée en 2011, il y a eu la défaite de Nicolas Sarkozy, il y a eu la guerre Copé-Fillon, il y a eu l'affaire Big Malion. Bref, que du bonheur. On comprend que Wauquiez souhaite tourner la page. On passe à votre bonus, Alba. Oui, parce que ça se précise, figurez-vous que le livre de François Hollande est attendu autour du 11 avril. C'est subtil, mais... On arrive petit à petit à Stéphane Le Foll. Donc le livre... Place du garage. Il est attendu autour du 11 avril. Alors pour l'instant, il a un nom provisoire, Les leçons du pouvoir. Vaste programme. Ouais. Il y sera autant question il y sera autant question de dialogue social que des négociations avec la Grèce, enfin toutes les expériences du quinquennat de François Hollande. François Hollande qui a choisi des verbes en tête de chapitre. Alors il y aura négocier, il y aura faire, c'est ce que racontent ses amis, auxquels il a fait lire certains des passages. Le livre de l'ancien président sortira un peu avant mi-avril, donc juste après le congrès du PS, qui se tiendra les 7 et 8 avril. Pour un peu, il venait percuter la grand-messe des socialistes. Vous allez l'acheter, ce livre, Stéphane Le Foll? S'il sort, on verra. Moi, j'en ai sorti un déjà. Quel enthousiasme! Non, mais écoutez, j'apprends non seulement le titre, les mots utilisés, provisoire, le côté, la sortie le 11 avril. Il vous l'a pas fait lire avant? Non, absolument pas. Vous n'avez pas eu le droit de... Je sais pas d'ailleurs s'il a eu le mien. Mais vous lui avez dédicacé? J'ai envoyé un, bien sûr. Oui, c'est ce que je voulais vous dire à propos de l'achat. Si vous l'envoie pas, c'est pas bon signe pour vous. C'est le minimum quand même. Ça c'est encore à voir. Vous avez des contacts avec lui quand même? Mais bien sûr que j'ai des contacts avec lui. Mais j'ai pas pour autant à ni savoir ce qu'il a envie de faire, ni ce qu'il écrit, ni à participer à quelque écriture que ce soit. Mais ça peut être important pour vous qui briguez la tête du PS, l'expérience de Hollande? Moi, ce qui est important pour la tête du PS en ce qui me concerne, c'est mon expérience. D'accord. Voilà. Donc l'expérience de Hollande, c'est important pour François Hollande. L'expérience qui est la mienne, c'est important pour moi. Ok, alors, justement, chacun dans son couloir, d'accord. Justement, Alba, est-ce que Stéphane Le Foll, c'est logiquement le candidat de François Hollande? Alors, on pourrait se dire que logiquement, oui, mais ce que l'on entend dans l'entourage de François Hollande, c'est qu'il y a un candidat de trop. Entre vous, Stéphane Le Foll, et Olivier Faure, deux héritiers de Hollande, dit-on. L'un a été son directeur de cabinet, ça c'est vous, et l'autre a été son directeur adjoint de cabinet, ça c'est Olivier Faure. On dit de vous que vous êtes sur la même ligne politique. On dit qu'Olivier Faure est moins pugnace, moins flamboyant, mais qu'il réussit à faire travailler ensemble le groupe PS à l'Assemblée nationale. Vous êtes perçu comme plus énergique, comme plus dynamique, mais aussi plus tranché. Qui est le plus rassembleur? Est-ce que c'est la question que vont se poser les militants du Parti socialiste qui voteront les 7 et 8 avril? Qui aspire à avoir la paix? Ces militants aimeraient bien que les querelles cessent. Alors c'est de tout ça, j'imagine que vous allez parler avec nous allons en parler mais vous arrêtez là. Tout de suite. Oui, c'est ce qui s'appelle Elle est maline. Que vous puissiez réfléchir. J'y ai déjà réfléchi, Alba. Elle est maline, elle se saura après elle. Voilà, vous réfléchissez. Alors, ce qui s'appelle un tease en langage télévisuel, car vous êtes notre grand témoin, Stéphane Le Foll. Mais oui. Alors, témoin de quoi? C'est vrai. Témoin, je sais pas. Grand, c'est vrai. Ouais. Alors, vous avez été ministre de l'Agriculture pendant 5 ans. Vous êtes député de la Sarthe. Vous êtes en campagne pour prendre la tête du PS. Vous êtes même chroniqueur météo hier pour BFM TV. Ils vous ont appelé dans le train. Pour vous demander comment ça... Et vous avez fait votre conférence de presse depuis le train, au téléphone? Oui, je n'ai pas fait, justement. J'ai simplement dit aux journalistes qui étaient là que je m'excusais, j'étais vraiment dans le train. Alors... Et je regardais d'ailleurs cette belle campagne de Beauce.
avec des chevreuils qui se détachaient très nettement du paysage, parce qu'il était blanc. Je vous le dis au passage, même vu les lièvres, j'ai été capable de discerner beaucoup d'animaux. Alors, pour mieux vous connaître, voici votre portrait en chiffres. Le Foll déchiffré, c'est un sujet de Gaël Atlan. Oula, je crains pire. Oui, c'est bien. Stéphane Le Foll, bonjour. Bonjour. Stéphane Le Foll, vous êtes l'un des visages du Parti Socialiste, celui même du hollandisme, et l'un de ses rares soutiens, assiégé encore à l'Assemblée nationale. Ah, ça je confirme. C'est en 1994 que vous rencontrez celui qui deviendra votre ami et compagnon de route, François Hollande. C'est fidèle, ce qui est en politique une qualité rare. C'est un ami, il l'est devenu. Il a été ensuite un convaincu de ma candidature, quand beaucoup s'interrogeaient, et il était là. Et vous l'avez toujours été. En plein Hollande bashing, vous n'avez jamais quitté le navire. Porte-parole du gouvernement, vous êtes aussi devenu son meilleur avocat en fin de mandat avec en guise de plaidoirie un slogan pour le moins étonnant. On est critiqué, tout le temps critiqué, mais regardez quand même ce qu'on a fait. On est là aussi pour défendre ce que nous avons fait. Constant, vous l'avez été aussi au poste de ministre de l'Agriculture. 5 ans en rue de Varennes, un record de longévité. On a eu un immense ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Il a mis en place ce programme d'agroécologie. Ce programme d'agroécologie met tout simplement en place une agriculture qui permet de faire de la qualité alimentaire dans le durable, tout en assurant le revenu des agriculteurs. Moi, c'est pas une alternative chimique que je veux. C'est une alternative de modèle de production. Je suis sur une stratégie agroécologique. Ministre connu et reconnu, sauf peut-être par la FNSEA, principal syndicat des agriculteurs. En cas de conflit, de crise ou de baisse de régime, l'une de vos marques de fabrique est votre ton, direct. Moi, je veux bien être sympathique, mais on peut s'expliquer quand même. Parfois même cassant. J'ai vu Monsieur Griveaux dans le débat avec Laurent Wauquiez. Il a été mauvais. Souvent drôle. Je suis déjà très content d'être là, vous savez. Comme on n'entend plus le PS, qu'il n'y a plus rien du tout, donc venir sur RTL un matin... Bref. Ben moi, quel dernier mot, hein. Sa grande qualité, c'est sa force. Sa force physique d'abord, hein. Sa force intellectuelle, qui sait où il va. Point. C'est donc en connaissance de cause que vous êtes parti le 8 janvier dernier aux côtés d'Olivier Faure, Emmanuel Morel et Luc Carvounas pour prendre la tête du Parti Socialiste dont l'agonie s'est confirmée aux dernières élections législatives partielles. Le parti est même tombé à 2,6% à Belfort. La tâche du prochain premier secrétaire est évidemment immense, voire vitale. Oui, il y a du boulot. Et plus qu'en 2007. Le Parti Socialiste sera prêt pour 2007 ? Le Parti Socialiste est prêt, il a un projet. Alors question, Stéphane Le Foll, êtes-vous prêt pour 2022 ? Alors voilà, vous avez dit, je cite et j'ouvre les guillemets, face à Wauquiez, Le Pen ou Mélenchon, il va falloir percuter, et ça je sais faire. Mais ne sont-ce pas plutôt vos amis qu'il va plutôt falloir percuter selon le principe voltairien qu'il vaut mieux s'occuper de ses amis? Allez-y sur Voltaire, oui. Non, vous savez, il a dit mon Dieu, gardez-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge. Oui, c'est ça. C'est Voltaire, ça. Ah, on a toujours des... Bon, bref. Ouais, on vérifiera. On vérifiera. Il y a un très gros doute là-dessus. Oui, moi aussi. Alors, on a en politique... Et ça a été rappelé par François Hollande, un vrai sujet sur les valeurs qu'on porte. Loyauté, fidélité. On me le reproche. Ça fait partie des sujets qui sont alignés pour dire « Ah non, pas Stéphane Le Foll, il a été fidèle à François Hollande. Il a été loyal quand il était au gouvernement. » Mais qu'est-ce qu'on peut réussir dans la vie si on n'a pas de fidélité et de loyauté? Je pose simplement cette question. Que ceux qui sont encore au Parti Socialiste aujourd'hui, les militants qui sont restés malgré toutes les difficultés, est-ce qu'ils ne sont pas fidèles et loyaux? Donc je me dis d'abord, premier élément, c'est une valeur que je porte et j'en suis fier. Ils pourront me critiquer, moi je suis fier de cette valeur. Et il y a suffisamment de gens qui par opportunisme plutôt, changent et vadrouillent pour que de temps en temps, ceux qui restent cohérents, eh bien, ils aient cette force de pouvoir le dire et de le défendre. Ça, c'est le premier point. Donc ça ne fait pas que des amis. En tout cas, ça fait, vis-à-vis de soi-même, une cohérence et, je l'espère, une respectabilité. Et une sincérité. Ce qui compte, c'est vis-à-vis des autres. Ça compte vis-à-vis des autres. Je n'ai pas dit le contraire.
Et si je vous dis ce que je vous dis, c'est pas parce que je me parle tous les matins en me rasant à moi-même, c'est parce que je parle aux autres, monsieur Nolot. Et si je suis venu ici, c'est parce que je vous parle d'ailleurs. D'accord, monsieur Le Foll. Oui, allez-y. Vous avez été une des personnalités emblématiques. Emblématique, je sais pas. Je vais vous dire de quoi, comme ça vous pourrez juger. D'un quinquennat qui a vu le PS passer de la concentration de tous les pouvoirs, ou presque, à la marginalité politique. Donc, moi, je vous dis, sans vouloir être désagréable avec vous, que pour moi, vous êtes l'anti-portrait robot de quelqu'un qui peut incarner le renouvellement du PS, puisque vous êtes factuellement le symbole de la chute du PS et de l'échec du PS et de sa marginalisation. Mais je vais vous répondre. La chute du PS, ce symbole qui était celui du quinquennat de François Hollande, a été, et vous l'avez rappelé d'ailleurs dans ce reportage, petit reportage, à un moment où j'ai essayé d'interpeller des gens qui ont fait que dans ce quinquennat, au-delà des erreurs de François Hollande, il y a eu une fronde, on l'a appelé, une contestation qui s'est faite devant les Français de l'exercice de la responsabilité dans un moment qui était difficile. Ça a duré 5 ans. C'est vrai qu'au bout de 5 ans, on n'en sort pas avec l'étendard. C'est pas que la faute des frondeurs, je vous l'ai dit. Mais il y a aussi cette division interne. Qui est liée à quoi? Et on va revenir à la présentation d'Alba Ventura. Au fait qu'il y a plein de sujets sur lesquels on n'a jamais voulu ni vraiment discuter, ni vraiment trancher. Qu'on a laissé tout ça avancer. Mais quand on arrive face aux réalités, quand on est à la tête d'un pays, c'est pour le faire réussir. On est là avec des idées, des convictions. Mais il y a aussi une réalité. J'étais ministre de l'Agriculture 5 ans. La réalité de l'agriculture, moi je veux la changer. J'ai voulu, et je l'ai dit, avec l'agroécologie, changer l'agriculture. Mais j'ai été confronté, vous l'avez rappelé, à une réalité, une histoire qui fait que la FNSEA était opposée à ce projet. Et ça, c'est une réalité. J'ai été obligé d'en tenir compte. Parce que c'est le syndicalisme majoritaire dans l'agriculture aujourd'hui. Mais en même temps, ça ne m'a pas empêché de porter des idées nouvelles pour l'agriculture et de préparer ce qui me semble être la mutation inévitable de l'agriculture entre cette performance économique et environnementale absolument nécessaire. Je l'ai écrit dans mon livre. Donc, les idées et ce qu'on a fait, ça ne peut pas être jugé uniquement à l'aune de l'échec du quinquennat. Oui, enfin ça compte beaucoup quand même. Ça compte beaucoup. Et monsieur Nolot, si on en reste là... Elle est sur vos épaules. Et sur mes épaules. Et donc, comme ça compte sur mes épaules, je le porte. Mais en même temps, ce qu'on a fait quand on va parler concrètement, départ de la retraite à 60 ans aujourd'hui, par exemple, avec la CSG, dont tout le monde parle. Mais le départ à la retraite à 60 ans, débat d'ailleurs qui avait été celui de Dijon, au moment d'un congrès du PS en 2003, où François Hollande avait fait le choix de la durée de cotisation et pas de l'âge légal. Ceux qui peuvent partir à 60 ans aujourd'hui, quand ils ont 41 années et demie de cotisation, c'est un décret de François Hollande, le 29 juin 2012. On s'apercevra de la décision qui a été prise et de la cohérence qu'il y avait derrière le fait que c'est la durée de cotisation qui est l'élément structurant du départ à la retraite, que lorsque, et ça va arriver assez vite, on le supprimera. C'est ça qui est terrible dans cette histoire. C'est ça qui est haut la gauche, c'est de dire, mais attendez, il va falloir que d'autres arrivent au pouvoir pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on a fait. Monsieur Le Foll. Donc je suis là pour le dire. Et en même temps pour ouvrir d'autres perspectives. Monsieur Le Foll, moi j'aimerais essayer de prendre un peu de distance avec vous et de vous parler. Non, avec vous, je veux dire, de ne pas parler que de vous, très proche. De parler du Parti Socialiste. On sait, dans la vie politique, dans l'histoire de la vie politique, que les partis sont comme les hommes, voire comme les civilisations, sont mortels. Le Parti radical qui a dominé la Troisième République est mort, le Parti communiste qui a était vraiment le parti majeur de la 4e et même du début de la 5e est moribond. Pourquoi le parti gaulliste n'existe plus en vérité? Bon. Pourquoi ne pas admettre que le Parti socialiste a fait son temps, que c'est fini, que la synthèse politique, qui représentait d'ailleurs une synthèse sociologique, c'était cette alliance entre les classes moyennes et les classes populaires, qui avait été le fond du parti d'Épinay des années 70 et puis qui avait porté au pouvoir Mitterrand et la gauche socialiste, pourquoi ne pas admettre que ce parti est mort, c'est terminé, son temps est révolu d'ailleurs. Ce n'est pas seulement en France, je vais être moins sévère que vous paradoxalement, vous savez bien que c'est toute la social-démocratie en vérité européenne qui est dans une crise majeure dans la mondialisation. On ne va pas refaire cette discussion qu'on a déjà eue, mais vous le savez aussi bien que moi. Donc pourquoi ne pas admettre que c'est fini et que, en vérité,
le mandat de François Hollande préparait le mandat d'Emmanuel Macron, que cette gauche, si vous voulez, rocardienne, cette deuxième gauche libérale, européenne, était en gestation depuis des décennies et qu'elle a fini par avoir la peau de la vieille gauche colbertiste, ce qu'on appelait la première gauche, enfin vous savez ça aussi comme moi, et que c'est fini, et que tout ça, le fleuve est allé dans la mer macronienne et qu'il n'y a plus lieu de retenir le fleuve. En clair, vous avez compris, qu'est-ce que vous foutez là? Vous devriez être chez Macron et qu'on en parle plus. Et ben voilà, donc qu'est-ce que je fais là? Vous oubliez une chose, c'est que derrière un parti, il y a d'abord des idées et des valeurs. Je suis d'accord. Celle-là, elle continue à exister. C'est vrai que la question d'un parti, ça peut être à la fois une existence, une montée en puissance et un déclin. Mais les idées et les valeurs, ça c'est autre chose. Et si j'ai choisi Jaurès, c'est parce qu'à un moment où il y avait le parti radical, à un moment où il y avait des grandes questions qui étaient posées sur Dreyfus, pas Dreyfus, qu'est-ce qu'a fait Jaurès, contrairement à Gued, qui a choisi la lutte des classes et qui n'a pas voulu aller sur le débat de Dreyfus? Jaurès a choisi l'humanité. Eh bien ça, et la justice. Et ça reste plus que jamais vrai. Qu'est-ce qui fait que Macron, aujourd'hui, va connaître des difficultés? C'est qu'il a fait un choix purement libéral et pas social-démocrate. Laissez-moi finir. Je vous laisse. Quand il fait votre son exemple choix est magnifique. Sur l'impôt sur la fortune, quand il fait son choix sur le prélèvement forfaitaire unique pour le capital, alors que je le rappelle au passage, sous Hollande, la fiscalité du travail et du capital avait été mise à équivalence. Pour la première fois. Ouais, c'était une catastrophe. Mais c'était pas une catastrophe, la preuve que les mesures, Monsieur Zemmour, le président de la République le dit lui-même, les mesures qu'il a prises auront un impact dans 2 ans. Donc la situation économique d'aujourd'hui, ce sont aussi des mesures qui ont été prises sur François Hollande. Qui a permis, vous savez très bien. Mais vous avez passé votre temps à compenser ça avec le CICE et compagnie. Vous ne savez pas reconnaître les choses. Mais c'est vous qui ne reconnaissez pas les choses. Vous avez vous-même corrigé votre surfiscalisation du début du quinquennat avec le CICE. Mais pourquoi? Mais vous oubliez tout. Qu'est-ce qui avait été dit par François Hollande? On aura nécessité d'avoir des efforts pour pouvoir redistribuer ensuite. Pourquoi? Parce que quand on arrive, il y a 5,2% de déficit budgétaire. Il y a 20 milliards de déficit de la sécurité sociale. À quel niveau est le déficit de la sécurité sociale? 400 millions. 20 milliards, 400 millions. On peut nous faire tous les reproches. Mais attendez, on n'a rien fait. Vous n'avez pas fait d'économie, le folle. C'est justement. C'est nous qui avons payé, c'est les impôts. Mais on a payé pour redresser un pays. Mais on fait des économies normalement. Mais on a fait des économies. Et on a fait des économies. On a suffisamment entendu en partie les collectivités locales lorsqu'on a demandé à faire des économies. Quand moi, j'ai fait des économies sur le budget de l'agriculture, on a fait des économies contrairement à ce qui est dit. Donc tout ça, il faudrait dire, parce que ça a été un échec, on n'a rien fait. Mais non, vous plaisantez. Et c'est pas moi que vous allez convaincre, surtout pas. Et donc je vais défendre ça. Et en même temps, les valeurs et les idées. Qu'est-ce qui fait le problème aujourd'hui? Et en particulier sur cette question de la globalisation, de la mondialisation. Vous avez entendu ce qu'a dit Strauss-Kahn? La social-démocratie a disparu parce qu'elle n'a pas su prendre en compte la mondialisation. Eh bien moi j'ai une idée très simple sur ce sujet, et vraie. C'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'internationalisme, celui de l'origine du socialisme, qui a été complètement oublié. Moi, je me souviens d'un congrès de l'Internationale socialiste en 99 à Paris, où il y avait le débat sur la 3e voie, Blair, Schroeder, Gutiérrez, qui est devenu secrétaire général aujourd'hui de l'ONU, Yasser Arafat, je ne sais pas, c'est pas grave. Non, je vais vous rappeler, Yasser Arafat, vous voulez en venir, mais Yasser Arafat et Ehud Barak, dans l'Internationale socialiste. S'il n'y a pas un mouvement politique qui pense la globalisation politiquement, c'est l'économie qui s'impose. Donc, la question qui est posée par rapport à la mondialisation, c'est aussi de réinvestir ce débat de l'internationalisme. Premier point. Deuxième point sur les inégalités. J'ai écrit une note que vous n'avez pas lue dans la Fondation Jean Jaurès sur la concentration du patrimoine dès 2016. Sur le fait qu'aujourd'hui, on a 1% des plus riches. Non, mais est-ce que je peux vous ramener un peu sur terre, monsieur Le Foll? Alors si monsieur Delon, vous allez me dire que moi, j'ai pas les pieds sur terre, alors que j'ai été élu à 23 ans dans un village de 256 habitants, mais arrêtez. Non, c'est pas ça. Vous pouvez avoir des opinions, vous pouvez me critiquer, mais vous pouvez pas me moquer.
Je ne me moque pas de vous. Ce que vous dites, le retour à terre, ce que vous dites est très digne, très noble, non, mais c'est pas ça le débat aujourd'hui. Le débat qu'a posé M. Zemmour. Mais moi, je trouve que c'est le débat. Alors, c'est un autre débat que vous posez. Non, c'est pas ça. C'est que je vous répondrai après. Parce qu'au contraire, vous avez abordé très bien le débat. Moi, je suis d'accord avec vous. Oui, moi, je l'ai placé au niveau où il voulait le mettre. Très bien. Alors maintenant, après, excusez-moi d'être plus terre à terre. Monsieur Delot, je vais vous répondre. Si on compare la situation politique à une pièce de théâtre, on a l'impression. Non, mais alors ça. Laissez-moi finir. Alors là, c'est catastrophique. Laissez-moi finir. On a l'impression que tous les rôles sont distribués. Il y a le parti majoritaire, il y a le parti d'opposition qui a l'air d'être maintenant les Républicains, c'est le plus structuré, et puis il y a les rôles des partis protestataires. On a l'impression qu'il n'y a pas d'emploi au sens théâtral, il n'y a pas de rôle pour vous, sinon celui de figurant. Je ne vois pas ce que le PS peut apporter, peut faire valoir comme partition. Il me semble que tout est couvert par le champ politique français. Et quand Zemmour vous dit allez chez Macron, c'est un peu ça aussi mon idée. Alors, si c'est ça, alors, la question, c'est quelle est la place du PS aujourd'hui? Oui. La place, elle est entre La République en marche de Macron et ses choix très libéraux, et la gauche protestataire, qui, elle, a des choix radicaux, mais qui ne seront jamais une alternative avec une alternance politique. Et vos électeurs sont partis moitié vers l'un, moitié vers l'autre. Eh bien, c'est justement l'enjeu de ce congrès, c'est d'aller récupérer les électeurs qui sont partis et vers l'un et vers l'autre. Ben voilà. Donc la place du Parti socialiste, elle est là. Mais oui, mais vous pouvez faire le constat puis dire, alors j'ai entendu tout à l'heure le débat qu'il y avait avant, on fait rien. Moi, je pense qu'il y a une place. Et quand je le dis, c'est parce que contrairement à ce que vous dites, moi, je suis sur les marchés et j'habite le quartier des Rifaudières, ancien quartier de chez Renault, au Mans. Je suis au Mans et j'y vis au Mans. Donc j'entends ce qu'ils me disent, les gens. Ben et nous, on est où? Vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites pour nous maintenant aujourd'hui? Est-ce que vous allez vous redresser? Parce qu'on en a besoin. Donc, je les entends. Ils n'ont pas envie d'aller voter Mélenchon. Ils n'ont plus envie d'aller voter pour Emmanuel Macron. Déjà? Eh bien, il faut être capable d'offrir une offre politique entre les deux. Alors vous pouvez en douter. Non, mais c'est pas ça. Légitime. C'est quand vous parlez d'internationalisme, je me dis que c'est pas l'argument qui va ramener les gens vers vous. Parce que c'était la question qui était posée. Soyez au moins cohérent. Il y a M. Zemmour qui me dit. Non, mais tout à fait, monsieur Le Foll. Non, mais vous laissez pas. Parce qu'entre un nationaliste comme M. Zemmour et un internationaliste, le débat, il est fondamental. Mais absolument. Mais monsieur Le Foll, moi, je vous remercie de votre réponse de tout à l'heure. Laissez les sarcasmes de Nolo, on s'en moque. Moi, je vais continuer sur cette discussion-là, si vous le permettez. Parce que c'est très intéressant. Vous avez dit deux choses. Vous avez dit Jaurès. Vous avez dit, moi, je choisis Jaurès contre Jules Guesde pour faire un point d'histoire, mais vous l'avez déjà fait. En gros, Jules Guesde a dit, ça, c'est une histoire de bourgeois. Et même devant Clémenceau, mais si vous voyez ce que je veux faire comme référence. Absolument. Et Jules Guesde avait dit, c'est une affaire de bourgeois, l'affaire Dreyfus, et Jaurès a dit, mais non, c'est un principe des droits de l'homme, etc. Enfin, il a hésité au départ, mais passons. Il a hésité au départ, mais passons. Parce que c'est la synthèse, elle se fait là. Hein. Je suis d'accord. Le socialisme français se crée là. Tout à fait d'accord. Sauf que, et vous allez voir que ça nous amène très vite aujourd'hui, et très vite à notre discussion sur l'internationalisme et le libéralisme. Sauf que cette synthèse de Jaurès, justement, quand vous comprenez aujourd'hui ce qui s'est passé, et que vous lisez par exemple Jean-Claude Michat qui a des analyses très pertinentes là-dessus, il vous explique que justement, c'est ce choix-là de Jaurès qui prépare la soumission des socialistes à la bourgeoisie, au capitalisme et au libéralisme. Donc en fait, tout est lié, monsieur Le Foll. Vous avez tout à fait raison. C'est cet internationalisme jaurésien qui vous emmène à la soumission de la bourgeoisie internationale. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis la chute du mur et depuis la mondialisation? Vous avez été les idiots utiles. Ça fait longtemps que j'avais pas employé cette expression. Ça nous manquait. Ah, merci. Ou pas. Mais monsieur Le Foll sait que je ne l'insulte pas en disant ça. Non, parce qu'il y a des invités qui se sont insultés quand je dis ça. Bon, donc vous avez été les idiots utiles du capitalisme mondialisé. Votre internationalisme, et c'est ça qui a tué la social-démocratie, c'est qu'elle n'a pas compris que sa force était justement d'être à l'intérieur des nations, de faire des compromis sociaux entre les classes sociales à l'intérieur des nations. À partir du moment où il n'y a plus de frontières, où il n'y a plus de nations, vous êtes morts. Mais vous êtes morts. Et donc votre internationalisme... Non, mais attendez, excusez-moi. Vous avez tort. Est-ce que j'ai dit que vous étiez obsessionnel? Non, mais oui, mais vous avez une obsession. Je ne suis pas psychiatrisé, moi. Non, c'est pas du tout une obsession. Mais attends. Pas du tout. Mais vous venez de le répéter. Vous avez oublié de dire qu'entre Jaurès et aujourd'hui, il y a eu Blum, le Front Populaire. Et alors les congés payés, c'est rien. C'est rien? Un bit total. Arrêtez. Un bit total. C'est un bit total. Mais monsieur, ça c'est votre responsabilité. Arrêtez. J'arrête pas. Vous n'allez pas nous faire le romantisme des Mais attendez, monsieur Zemmour, le romantisme de quoi? Les congés payés existent depuis quand? Qui c'est les mêmes que ceux
que vous représentez aujourd'hui, qui critiquait à l'époque la grande bourgeoisie nationale, quand le cartel des gauches est arrivé, la grande bourgeoisie des 250 familles qui devaient partir, 200 si vous voulez, un peu moins que 250, très bien. C'était pas déjà ça, votre nationalisme? Vous pensez que vous le rendez indépendant de la bourgeoisie et du capitalisme, mais vous étiez plein dedans. Donc, l'internationalisme, et quand on voit les problèmes qu'on a aujourd'hui à régler, je suis désolé de vous le dire. Mais les grands patrons, ils sont aussi internationalistes que vous, le folle. Le climat. On demande à Carlos Ghosn, il est aussi internationaliste que vous. Et les enjeux climatiques aujourd'hui se règlent comment? Tout seul? Chacun dans son coin? Les grands enjeux de l'évasion fiscale se restent tout seul, chacun dans son coin. Les grands enjeux des migrations, ça se règle tout seul, en fermant et en mettant des murs, comme M. Tropan. Ben non, vous vous trompez. Oui, les Hongrois, ils font ça tout seuls, ils se démerdent très bien. Les Hongrois, ils se débrouillent très bien parce qu'il y a l'Europe. Non, pas du tout, au contraire. C'est parce qu'ils ont dégagé l'Europe. Dites-leur aux Hongrois, dites aux Hongrois, quittez l'Europe. Mais je vous parle pas de ça, je vous parle des frontières. Oui, mais vous parlez pas de ça, parce que vous ne voulez jamais aller jusqu'au bout de votre propre logique. Non, pas du tout. Regardez ce qui se passe avec la Grande-Bretagne aujourd'hui. Et alors, Brexit sorti. Moi, je vous parle des frontières et de l'immigration. Mais vous ne parlez que des migrations. Eh bien oui, les grandes migrations. Les Hongrois se débrouillent très bien parce qu'ils ont dégagé l'Europe. Ils n'ont rien du tout, ils se débrouillent rien du tout. C'est parce qu'il y a l'Europe qui se débrouille. Ils seraient tout seuls sans l'Europe. Et les grandes migrations de demain, que vous le vouliez ou non, vont être nécessairement à traiter à l'échelle internationale. Mais oui! Bon. Ça, vous voulez pas le regarder. Bon, alors ensuite, la pièce de théâtre, la place, je vous l'ai dit, eh bien la place, elle est là, entre ce nationalisme qui existe, et qui est incarné, ce matin, je l'ai entendu, Dupont-Aignan et tous les autres qui vont essayer de se rassembler pour remettre des frontières. Grande perspective pour l'avenir, et pour l'humanité. Et l'humanité, ben voilà. Et puis le Parti Socialiste, dans ce moment-là, sur ces grandes questions liées à la justice, et je vous l'ai dit sur la fiscalité, c'est très clair, et je l'ai écrit dès le mois de juillet en disant le vrai point de clivage, c'était pas la question pour moi des ordonnances, et je savais que Mélenchon allait pas réunir ce qu'il pensait réunir, mais ça va être la question de la fiscalité et de l'effort à qui il est demandé. Aujourd'hui, quand je vais sur un marché, les gens disent moi c'est la CSG, et pendant ce temps-là, on a donné plein d'argent à ceux qui en avaient déjà beaucoup. Ben voilà. Et ben la justice fiscale, ce qui fait la justice, c'est aussi la place du Parti Socialiste. Je poursuis mon idée. Quand vous aurez été élu premier secrétaire du PS, la première échéance électorale, ce sera les élections européennes. Alors là aussi, je reprends mon idée de la pièce et des partitions et des rôles. Quelle est la position que peut occuper le PS entre Macron, qui est quand même très pro-européen, la moitié des Républicains, qui est quand même pro-européen, donc vous, je sais que c'est votre orientation aussi. Est-ce que le PS a une voix originale et singulière à faire entendre dans ce contexte et sur cette thématique? Premier point, européen, oui. Si on est internationaliste, on est européen. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est un projet post-nationaliste. C'est pour ça que la différence avec Zemmour est fondamentale. Ah, je suis d'accord. Et ça fera une différence politique. Premier point. Alors on est d'accord. Barbouiner. Je suis dans l'Europe, mais je pourrais en sortir. Jean-Luc Mélenchon, si l'Europe fait pas ce que veut la France, on la quitte. Conséquence de la quitter. Quel a été le problème du débat qui a eu lieu au deuxième tour? C'est qu'on voit. Et les Français le savent. Et les couches populaires le savent. Quand moi, j'avais vu, après le Brexit, des gens venir me voir en me disant « mais on va quand même pas perdre l'euro », alors que je leur avais dit « non, en Grande-Bretagne, il n'y a pas l'euro ». Qu'est-ce qu'ils se disaient? C'est-à-dire que nos économies, qu'est-ce qui va se passer? Couche populaire par rapport à l'Europe. Donc, européen. Après, choix politique dans l'Europe. Alors là, il y a des sujets de différence. Et il y en aura un en particulier, je l'ai déjà pointé dans le texte que j'ai écrit, celui sur le budget. L'Europe aujourd'hui, après le Brexit, va avoir une grosse question budgétaire. Est-ce qu'on fait un effort? Est-ce qu'on change les règles? Est-ce qu'on construit un budget avec une ressource propre ou pas? Et cette ressource propre a un avantage, je vais le dire tout de suite à M. Zemmour, c'est qu'elle permet justement de diminuer les contributions directes des États. Et de faire en sorte qu'on ait un débat démocratique européen sur la partie qui concerne l'Europe avec un budget et une ressource européenne. Là va être le débat. Et là, à mon avis, sera la différence. Il vous a répondu. Ah oui, non, mais... Alors, Jean-Christophe Cambadélis a dit que l'avenir de la gauche, d'une gauche de gouvernement, disons, ça serait d'en finir avec le jacobinisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il faut... Alors si on en a encore sur Jacobin Girondin, c'est qu'on n'a pas regardé ce qui s'était passé. Oui, j'ai bien entendu ce qu'a dit Jean-Christophe Cambadélis. Moi, je suis d'origine provinciale. Breton et sartois. Je sais ce que c'est que cette France qui est girondine. Je sais aussi ce qu'on a fait sur la décentralisation. Je sais aussi ce qui a été fait avec les réformes administratives, intercommunalité, métropole et grandes régions. Maintenant, ce qu'il faut, c'est donner du contenu et tout ça, du contenu politique
Et cet acte nouveau de décentralisation, parce qu'on a plutôt fait des actes administratifs en termes d'organisation du territoire, c'est une question qui nous est posée. C'est pas un débat à nouveau sur Jacobin et Girondin. Non. On a besoin de l'État, mais on a besoin aussi de donner beaucoup plus de souplesse au territoire. Et ça, j'en suis convaincu. Donc l'acte 2, ou 3 plutôt, de cette décentralisation qu'il faut faire, c'est d'arriver à avoir des responsabilités qui soient données aux collectivités, en partie du pouvoir réglementaire, pour pouvoir mieux répondre et mieux s'adapter à des réalités qui sont différentes selon les régions. Monsieur Le Foll, et les grandes métropoles. Et d'un certain nombre de choix qui sont à faire. Voilà comment je conçois les choses. Moi, je ne suis pas simplement sur un débat qui date quand même depuis Jacobin-Girondin. Je suis sur un débat sur... Il est toujours valide, ce débat. Oui, en partie. En partie, oui. Parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, quand il y a besoin de l'État, il faut qu'il y ait l'État. Donc le jacobinisme ne peut pas se passer d'un État. Ah oui, ça... Et le jacobinisme, le girondisme ne peut pas se passer d'un État. Donc il ne faut pas non plus raconter des histoires. Mais on doit avoir un axe supplémentaire de décentralisation. Donc vous voulez encore plus de foutoirs que depuis 30 ans? Non, mais c'est pas un foutoir. Depuis 30 ans, la décentralisation à la mode socialiste a été une catastrophe. Non, collège, lycée, si les investissements au niveau des régions, au plus près des besoins, avaient toujours été remontés au niveau national pour pouvoir y répondre, vous croyez qu'on aurait répondu? Excusez-moi, dans les années 60, on y a répondu. Mais on y a répondu dans les années 60. Combien il y avait d'habitants en France dans les années 60? Il y avait 50. Oui, à peine. On est combien aujourd'hui? 66 millions. On n'arrête pas d'augmenter. Donc on a besoin de répondre à des besoins locaux, territoriaux, qui sont nécessaires, et penser, et d'avoir cette espèce d'esprit centralisateur pour penser que ça sera uniquement au niveau centralisé qu'on va pouvoir prendre des décisions qui s'appliquent au niveau local, c'est faire une erreur. C'est ce que fait Macron. C'est ce que fait Macron. Alors Macron, c'est la présidentialisation du pouvoir. C'est la centralisation aussi. Et c'est une centralisation. Regardez ce qui se passe, et vous verrez. Quoi? C'est pas forcément ce qui répond le mieux aux aspirations de tout le monde. Alors, Jean-Marie Le Guen... Vous êtes le premier à le dire, d'ailleurs, suffisamment souvent. Jean-Marie Le Guen aussi a dit que les socialistes devaient faire leur deuil du PS. Est-ce que si vous prenez la tête du PS, vous changez le nom? Ça, c'est une question, je l'avais évoquée déjà. Moi, je serais plutôt pour dire les socialistes. Mais ça sera une question qui sera posée aux militants socialistes, dans le cadre... Quelle différence entre les socialistes et les partis socialistes? Excusez-moi, changer de nom. C'est trop subtil pour moi. Entre parti socialiste et les socialistes, je pense que les socialistes, c'est une vocation à ouvrir plus. Ah bon? Mais ça... C'est un choix. On dit les républicains. Oui, mais ça, c'est ridicule aussi. Alors. Bon, mais ça, je connais. Après, vous me donnerez pour veiller à la PR, au gaullisme. Qu'on disait les gaullistes, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça s'appelait l'UNR. Oui, mais on disait les gaullistes. Vous êtes gaullistes. Bon, voilà. Donc les socialistes. Mais après, c'est les militants qui décideront. Moi, j'ai proposé que dès la fin du congrès, et d'ici septembre, il y a un grand débat, les assises des socialistes, et on discute de ça, et c'est eux qui décident. Vous êtes d'accord avec François Hollande? Il y a un candidat de trop entre vous et Olivier Mais moi, je ne vais pas faire de commentaires sur ce que dit François Hollande. Moi, je suis candidat, point. Et j'irai avec la ligne qui est la mienne. Et ma liberté. Voilà. Je peux me mettre à commenter ce que peut dire François Hollande. Non, mais c'était Alba aussi qui disait vous êtes plus flamboyant, vous êtes plus, il est plus, comment dirais-je, percutant. Mais c'est très sympathique Alba d'ailleurs. C'est dommage qu'il soit parti parce qu'après, oui, après j'ai gardé que. Est-ce que c'est Alba, est-ce que vous pouvez revenir? Est-ce que c'est un parrainage un peu embarrassant celui de François Hollande? C'est pas un parrainage. Moi, j'ai pas besoin de parrainage. Moralement, un parrainage moral. Je suis sûr qu'il voterait pour vous. Moral. Oui. Au sens. Manifestement, c'est embarrassant. Au sens où vous êtes son candidat de raison, de cœur, de. Mais ça. Il va voter pour vous, de toute façon. Oui, c'est ce que je crois. Ça concerne François Hollande. Moi, ce qui me concerne aujourd'hui, c'est d'éviter de laisser toujours cette idée qui consisterait que moi, je ne sois mu que par une chose, c'est ce que me dit François Hollande. C'est faux. Quand j'ai fait l'agroécologie, qui c'est qui a fait voter cette loi? Je rappelle que cette loi a été votée toute la gauche, Frondeur compris, Parti communiste compris, écologistes compris, radicaux compris, centristes de l'UDI compris. Large. Dans la loi, l'agroécologie. J'ai été appelé en disant tiens, je voudrais... tu n'aurais pas quelque chose à me proposer? On en était encore à la chimie verte. Bon. Donc je ne vais pas chercher mes idées. Et aujourd'hui, je suis libre de pouvoir me présenter sans être obligé tout le temps de me justifier. Une dernière petite question à vous poser. Vous avez distribué les... Vous m'avez invité, donc c'est vous qui posez les questions. Vous êtes trop bon. Vous avez distribué les responsabilités. Vous avez dit qu'il y a eu des erreurs dans le quinquennat. Vous avez mis en avant la responsabilité des frondeurs. Je voudrais savoir où vous placez Manuel Valls dans cette distribution des mauvais points. Ah ben Manuel Valls a été Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Il a fait... Mais il y a eu... Et à la fin, oui. Je l'ai dit, moi, à la fin, ne m'a pas plu du tout.
Et c'est pour ça que je ne l'ai pas soutenu pendant la primaire, au début de la primaire. Parce que la manière dont ça s'est passé à la fin, le côté, je me souviendrai de Claude Barthelone qui va un samedi en disant il va y avoir une primaire entre le président de la République et le Premier ministre, l'interview du journal du dimanche. Non, là, il y a un moment où moi, je dis stop. Voilà. Qui porte sa part de responsabilité. Et il y a dans tout ça une espèce de jeu qui s'est mis en place et qui a abouti à ce que vous savez aujourd'hui. C'est la dernière minute de l'émission. Est-ce que... Ce sera un peu long. Alors, oui, peut-être, parce que la question c'est, est-ce que François Hollande a été un bon président pour vous? Alors, il y a deux choses dans cette question. Il y a, est-ce qu'il a pris des décisions qui étaient pour le pays importantes et nécessaires? Oui. Que ça soit sur la lutte contre le terrorisme, que ça soit dans le débat sur le terrorisme à l'intérieur, qui ont mis en difficulté sa propre majorité. Il l'a fait pour le pays. Que ça soit sur les questions économiques. Tout n'est pas lié aux mesures de François Hollande. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Le contexte européen, international. Mais une partie de l'investissement et du redressement des entreprises françaises est liée à des décisions qui ont été difficiles. Vous savez très bien qu'il n'a jamais été président. Il a pris des décisions pour un pays comme un président et il a été à ce titre un bon président. Après, il y a d'autres sujets où dans la manière dont il a incarné sa présidence, où là il y a eu des points qui ont été contestés et contestables. Voilà. Je suis très clair. Bah oui. Beaucoup, merci de rien. Stéphane Le Foll d'être venu. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah dis donc.